c'est pas ça continue quand même, j'ai juste baissé le son. Faudrait quand même penser à le réduire, quoi. Allez, quelques secondes. Allez. Bonjour à tous. On commence avec une dose de fascisme. Pourquoi une dose de fascisme? Ah bah le drapeau français est fasciste, Ben, il faut te renseigner. Ah, d'accord. Moi, On je n'arrête sais pas de me le dire, donc j'ai fini par le croire. D'accord, Voilà. d'accord. Tu es ce genre d'esprit faible, d'accord. Ouais, on me l'a encore redit hier, je trouve ça drôle. Il m'a dit, et C'est- toi, sale facho. J'ai pourquoi je suis un facho? Ouais, avec ton drapeau français. Et il n'y a pas d'argument autre? Il y a pas Non, de... là, mon cerveau l'a bugué. Je suis quoi? D'accord. J'ai dit, bah, t'es quoi, toi? T'es né où? Bah, en France. Et ton drapeau, c'est pas le drapeau français? Ah, ta gueule. Tu m'as saoulé. Laisse-moi tranquille. Bon, aujourd'hui, mercredi 6 mai 2026, on va faire un spécial hors-série sur nous. Voilà, parce qu'on nous a demandé de faire une petite présentation. D'ailleurs, on va la faire en croisé. En croisé, comme ça. Chacun C'est notre homosexuel, tour. ça, non? Non, là, c'est dégueulasse. Bataille de Chibron, non. Ça y est, c'est n'importe quoi. Donc, on va faire les rubriques et on va les adapter à nous, à notre parcours, à notre vie, machin. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais demandé en story des questions sur le podcast sur nous. Est-ce que t'en as reçu? Ouais, d'ailleurs, je les ai là, à côté de moi. Alors, est-ce que tu veux qu'on commence par les questions? Ça pourrait être un début. Et puis après, on enchaîne sur les actus. Parce qu'on va faire actu sur nous, au lieu de l'actu de Benas. J'étais moins pédé avant. Une histoire. Donc, au lieu de faire la minute de l'abbé, la minute histoire de l'abbé, on va faire une histoire sur nous. Au pilori, on va prendre une personne qui sera ce soir Didier Bourdon. Et parce que j'ai envie. Et puis, on va faire sur Mitterrand et sur Mélenchon pour le gauchiste, le pire gauchiste pour nous. Comme ça, Oui. au moins. Isaac. Le pire gauchiste ancien temps et nouveau temps. Voilà, comme ça au moins on a un peu de tout. Commence par les questions si tu veux. Comme ça on Ouais. commence directement par ça. Alors, les questions. Faut savoir, je les ai mis en story Insta. Et on fait cet épisode, je le précise quand même, parce que ça nous a été demandé, et parce que on parle jamais de nous perso. On fait les vidéos, les réacts, mais on parle jamais de nous. Je dis, bon, bah, c'est l'occasion, quoi. Donc, les questions. La première, c'est une question de Benoît qui nous dit, qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à vous lancer sur les réseaux sociaux avant de créer les Citoyens Patriotes? Donc, sur les réseaux, j'imagine. La fin était peut-être pas nécessaire. Tu veux commencer? Bah, vas-y, parce que tu étais avant moi. T'as commencé bien avant moi. Moi j'ai commencé en 2020 sur les réseaux. Parce que c'était le Covid, parce que vu que je faisais de l'événementiel avant et que tout était arrêté, je pouvais plus continuer de bosser. Donc, je me suis mis là-dessus. Au départ, je faisais des vidéos cons, je faisais un peu d'humour, je faisais des blagues, des trucs comme ça. J'aurais vraiment aimé voir ça. Quand je vois à quel point t'es sérieux, j'aurais vraiment aimé voir. Franchement. Attends, le compte il a sauté, donc voilà, je me suis fait virer à cause d'un bad buzz. À cause d'un bad buzz que j'expliquerai peut-être un jour. Et puis après, quand j'ai fait mon nouveau compte, j'ai fait de la réac politique, j'ai expliqué pas mal de choses pour dériver directement. Là, il y a quoi? Il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans sur les faits divers. Donc voilà. Ok. Bah moi, je me suis lancé il y a, je crois que ça fait 2 ans, il me semble, mais j'étais pas très très assidu. Je me suis vraiment lancé de manière un peu régulière, on va dire, pour pas employer le mot professionnel parce que c'est pas le cas. Je pense depuis le mois de septembre l'année dernière. Donc ça va. Quand même. Ouais, ça fait. En fait, on s'est connus juste après.
et on a organisé le 12 octobre, etc. Dans ce laps de temps-là. Et c'est là où je commençais tout juste à être régulier. Et voilà. Et moi, je me suis lancé à la base. Bah, c'est un peu grâce à toi, grâce à Magelia, parce que j'étais sur les réseaux. Enfin, j'étais sur TikTok, je scrollais comme un immonde fils de pute. Et j'écoutais, je vous voyais tous les jours. Je me suis dit putain, mais en fait, ils ont raison. Et moi, j'ai la réputation d'être une grande gueule, donc je me suis dit, tout le monde me dit ouais, mais tu consommes du contenu de mecs qui parlent, mais toi tu parles pas. Donc au lieu de nous péter les couilles dans la campagne, soit tu ouvres ta gueule et tu fais comme eux, ou soit tu la fermes en fait. Et du coup, bah, allez, je vais essayer. Du coup, bah, j'ai essayé il y a 2 ans et bon, je faisais une vidéo par mois. Après tout, j'ai arrêté 3 mois, je recommençais. J'étais pas du tout à l'aise et puis pas du tout assidu. Et puis bon, bah quand il y a eu au tout début des Citoyens Patriotes pour le petit historique, avant que les Citoyens Patriotes naissent, on avait fait un groupe où on avait été coopté un peu par lui. Enfin, c'était vraiment le bordel le groupe. Et il y avait énormément d'influenceurs de toute façon, c'était très TikTok. Hein. Arrête-moi si je me trompe. Il me semble qu'il y avait quasiment que ça. Donc on était une bonne quarantaine. Et vous prenez toutes les plus grosses têtes de TikTok patriotiques, on était tous dedans. Donc pour vous schématiser, c'était ça. Et on s'est retrouvés là en une journée, on était 40, on se connaissait absolument pas sur le groupe. Même moi, je voyais les noms, mais je savais pas qui c'était, quoi. Même Ben, je le connaissais très bien, enfin à travers les réseaux, mais quand j'ai vu son nom sur le groupe, j'ai dit bah, c'est qui je connais pas, quoi. Parce que bah tu connais pas les vrais blazes, etc. Enfin bref. Et du coup, on s'est connus un peu. Moi, j'ai été coopté un peu comme ça par Magelia d'ailleurs, ce qui avait dit bah on fait un truc entre d'influenceurs très connus, enfin bref, d'influenceurs qui pèsent. Est-ce que tu veux en faire partie? Mais je dis ouais, mais moi je suis une crotte de nez. À l'époque sur TikTok, je crois que j'avais 15 000 abonnés, ce qui est rigolo. 15 000 et je faisais, je crois que le meilleur mois que j'avais fait, c'était 400 000 vues, quoi. C'était nul, toi. Et toi, 3 mois après, je faisais 15 millions, quoi. Enfin bref. Donc j'ai été coopté par Magelia, donc juste pour ça, je lui suis très très reconnaissant et je suis après, bah voilà, c'est les sélections naturelles. Hein, ceux qui étaient pas sérieux se sont barrés du groupe. Après, il y a un noyau dur qui reste, de gens qui sont vraiment investis et qui ont envie de bouger. Et puis, bah, il a resté que nous, finalement. C'est ça. Et tada, nous voilà. Une question de Christelle. Il n'y a-t-il pas moyen de tous unir tous les influenceurs de droite? C'était sa question. Voilà, la réponse est non. Hein. Gros débat. Ah, la réponse est non. On le dit assez souvent avec l'abbé et avec tout le monde d'ailleurs. L'union des droites est très compliquée au niveau politique. Au niveau influence, elle est encore plus compliquée, j'ai l'impression, parce que là, il y a de l'ego. Et il y a une course à un peu comme en politique, hein, au fait d'être le plus connu que les autres, pour manger en fait le biscuit plus que les autres. Et c'est impossible, je pense. Enfin, j'ai des prénoms en tête et des blazes en tête, de Moi gens aussi. des gens qui ne mettront jamais de côté leur entre guillemets carrière Alors, au profit de- je commence par qui? au profit du bien commun. Ce que la gauche arrive à faire en plus. C'est ça qui me fout encore plus les boules d'ailleurs. Alors, oui et non. Ah, je vais rebondir sur ce que tu as dit au début, ce que tu as dit non, mais je voulais juste rebondir sur le fait, elle a dit, n'y aurait-il pas moyen? Elle a pas dit, est-ce que c'est possible? Donc, si, Christelle, il y a moyen de tous s'unir, mais parce il y a un moyen, le moyen existe, oui. Est-ce que c'est possible? Non. Voilà, je te le dis la vérité, non. Parce que il y a ceux qui étaient avec nous, qui sont partis maintenant, qui nous chient à la gueule, de loin en nous jetant des essais, ça me fait penser au mec qui est caché derrière un muret, qui te jette des graviers, il fait, bâtard! Il jette le gravier, puis il se cache. Ouais, bande de bâtards! Il se cache. Toi, ça fait ça, c'est relou, en fait. Et il y a ceux qui étaient dans le groupe au tout début, qu'on lâché parce que, ouais, non, en fait, moi, j'ai piscine. Ouais, moi, ce jour-là, je garde mon fils, je peux pas. Ouais, d'accord, mais en fait, ça t'engage pas à être. Tu peux quand même être patriote de toute façon. Bref, c'était des trucs ridicules. Mais je les ai encore en tête, les excuses et les noms. Moi, j'oublie jamais rien là-dessus. Donc non, c'est une histoire d'ego et Ben l'a très bien dit, c'est ça, c'est les mecs veulent peser. C'est si c'est pas eux qui sont à la tête du truc, ils le feront pas. Parce que ils veulent que nous maintenant à travers la Cité en Patriote, on essaye de coopter des gens, de dire bah rejoins-nous, etc. Et le fait de dire rejoins-nous, non en fait il veut pas s'agglomérer à nous et devenir un citoyen patriote, parce que nous on n'est pas Benas, on n'est pas l'abbé, on est les citoyens patriotes quand on sort ensemble, il n'y a pas de moi je suis lui, lui non, on est une team.
Et les gens veulent pas ça. Ils disent non, non, moi je veux être moi, quoi. Moi je veux être le mec qui pèse. Tu vois, je sais, il y a des noms à qui j'ai demandé, ils me l'ont dit texto. Ils disent non, moi je veux pas être associé au Citoyen Patriote, je veux garder mon image perso. Mais ton image perso de quoi? T'es une crotte de nez. Tu désactives ton compte Instagram, t'existes plus. Mec, au bout d'un moment, c'est ridicule, quoi. Bah, même moi, hein, mon compte Instagram il saute, j'existe plus. C'est au bout d'un moment, on est des Français et des citoyens avant tout. Donc désolé, mais nous on essaye de faire en sorte que ça le fasse, mais force est de reconnaître que ça ne marche pas. Non. Et c'est pas notre faute, c'est pas le fait nous on essaye, bordel de merde. Et comme tu l'as dit, la gauche est prêt à ils sont pas prêts à avoir un ego. La gauche, ils sont assez malins parce qu'ils suivent le plus connu tout le temps. Donc ils s'agglomèrent, mais ils s'agglomèrent toujours autour du plus connu. Parce que là, la gauche, hein, ils font barrage au machin, mais ils s'agglomèrent toujours autour de Mélenchon. Mélenchon, il dira jamais, ouais, rassemblez-vous, les gauchistes, rassemblez-vous, mais autour de lui. Non, c'est autour de moi. Donc les gauchistes ont ce talent-là de s'agglomérer autour de celui qui a le plus de chances de gagner. Et les mecs veulent pas faire ça. Non. T'as une dernière question, après on commence le truc? Oui. À moins que t'en aies beaucoup, je sais pas combien de questions tu as, mais... J'ai fait des captures d'écran, donc j'ai pas compté. Comment vous voyez l'avenir de vos réseaux? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Parce qu'en fait, d'après moi, c'est pas nous qui avons dicté ça. C'est notre avenir sur les réseaux, ou c'est l'avenir des réseaux? Notre avenir à nous sur les réseaux. Les réseaux. Votre avenir sur les réseaux. Ouais, donc en fait, ça va dépendre surtout de l'Union européenne et de la France. Parce que là, ils vont enlever tout ce qui est anonymat, ils vont enlever beaucoup de choses qui a peut-être freiné l'influence, puisque les gens ne voudront pas mettre leur nom, leur prénom, leur carte d'identité dans la machine, ce qui fait qu'on va peut-être avoir beaucoup moins de gens qui vont nous suivre, donc on va avoir moins d'influence. Je pense que ce genre de choses va vraiment dépendre des politiques. Et le problème qu'il y a, c'est que d'après moi, la révolution ou quoi, le changement va forcément venir des réseaux, puisque c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Si vraiment il y avait une liberté totale d'expression avec zéro barrière, je pense que ça fait longtemps que le gouvernement aurait sauté. Je le pense très sincèrement. Je pense que la puissance des réseaux, si l'algorithme est dans notre sens à nous, comme il est pour les gauchistes, je peux vous dire que tout pèterait. Parce que si là, déjà, avec tout est contre nous, on arrive à faire au cumulé 250 millions de vues et c'est un patriote par mois, si on avait les algorithmes avec nous, on serait au milliard. Parce qu'on peut faire largement x4, je pense, avec Oui. poussé. Oui, on est freiné à mort en ce moment, surtout en ce moment. Je sais pas ce qui se Voilà. passe en ce moment là, mais Donc, tu vois, si tu commences à faire 1 milliard de vues par mois, je peux te dire que le gouvernement. imagine tu fais plus que toutes les chaînes sponsorisées réunies. Par contre, de la puissance. Donc, notre avenir sur les réseaux va plus dépendre des gouvernements et surtout des barrières qu'on va avoir et sûrement des blocages, des censures, appelle ça comme tu veux, plutôt que réellement que ce soit un choix de notre part. Parce que si on me demande mon avis à moi et mon opinion, moi, je peux faire ça pendant 25 ans, ce que je fais. Donc pour moi, il n'y a pas de problème de continuer. Mais je ne vais pas être le décideur, je pense. Ouais, ça c'est sûr. C'est vrai que j'avais pas réfléchi à ce niveau-là. Mais en plus, je crois que c'est en septembre hein, qu'ils veulent mettre le truc pour les mineurs là. Oui. Enfin, c'est une façon déguisée des mineurs. Après, si ça touche aux personnes majeures, après là, ça va être tendu. Parce qu'en fait, ce qui va arriver, en fait, c'est que si les gens sont obligés de mettre leur vrai blaze, déjà, si ça me concerne personnellement, bah déjà moi, ça va me poser préjudice que je pourrais pas m'exposer parce que comme j'ai une entreprise, etc., on me retrouve facilement. Et comme on sait à quel point les antifas sont des lâches et des malades, je vais pas risquer la vie de ma famille et de mes enfants, ou pas risquer de finir au placard pendant 20 ans parce que j'en aurai explosé un qui se sera ramené chez moi, quoi. Donc toi, tendu. Et au-delà de ça, les gens qui nous soutiennent aussi, qui sont avec des pseudos, demain ils ont leur vrai blaze, tu sais pas, hein, son patron, ah tu suis lui, ah mais t'es une facho, bah t'es viré. Ou quelqu'un qui la croise dans la rue, ah bah regardez, c'est lui là, il suit l'autre facho là, tuez-le. Ça peut aller très très vite. Hein. En fait, ça peut desservir les gens qui sont là pour la bonne cause finalement, malheureusement. C'est ça. C'est ça. Donc, et ton avenir, tu penses que tu vas continuer sur les réseaux? Bon, oui, j'espère. Moi, après, je l'ai toujours dit, je le fais pas pour moi. J'ai pas d'ambition de peser. Je le fais parce que par nécessité entre guillemets, même si personne m'attend. Mais je le fais parce que je trouve qu'il faut le faire. Par devoir, plus oui, par devoir. On va dire ça comme ça. C'est bien. C'est la conviction avant le reste, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Parce que je l'ai toujours dit, hein, Ben le sait, si demain j'ouvre une chaîne où je dis que de la merde, où je fais que des vidéos où je me marre, ou que des blagues,
mais je sais très bien que demain, je cartonne, hein. Je le sais parce que j'ai un don pour faire ça. J'ai un don pour faire rire les gens. Je le fais très bien, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai fait des vidéos où je faisais des blagues, mes vidéos, elles ont fait 3-4 millions de vues, quoi. Et j'ai explosé, mon compte a éclaté comme ça. J'en fais de temps en temps pour faire rire et détendre un peu. Mais je sais que si demain je fais que ça, j'explose. Je le sais très bien, mais je trouve que c'est trop facile et que mon combat, il est pas là, quoi. Parce que là, c'est penser qu'à sa gueule, du coup. Et je veux pas être de ceux-là. Il y en a qui le font très bien, tant mieux pour eux, mais moi, j'ai pas envie d'être de ceux-là. Ok. Est-ce qu'on commence avec notre actu, une actu chacun? Allez, bah, je vais te mettre l'actu de Benas, mais bon. L'actu de Benas. C'est vrai que j'aurais du temps, je les aurais modifiés, ça aurait été drôle. Alors, une actu sur nous pour continuer à respecter nos rubriques. Donc, l'abbé, qu'est-ce que tu veux que je commence Bah, ou tu veux commencer? bon, moi, je peux commencer. L'actu prochaine, pour moi, et pour les citoyens patriotes, entre guillemets, c'est une actu qu'en est pas une, parce qu'on sera présent dans un festival qui est pas le nôtre, auquel on a été invité par un très très bon ami à moi, qui s'appelle Olivier Deschamps. Et il réalise en vrai, ça me fait trop rire. C'est la fête du slip. Voilà, je vous le mets là. C'est la fête du slip, c'est le 20 juin 2006, à côté de Nantes. C'est un festival, ils attendent plus de 10 000 personnes. Et en fait, c'est vraiment rigolo, c'est bon enfant. Il y a un trail en slip, il y a des courses sur les bottes de paille. Enfin, c'est des trucs de mongol. En fait, c'est la kermesse des années 90 où tout le monde rigolait. Les gens se baladent pas en slip, hein. Si vous posez, c'est juste la fête du slip parce que c'est marrant. Et voilà, du coup, il nous a dit, est-ce que vous voulez venir, les citoyens patriotes, je vous mets un stand, etc. Donc, on aura un stand de prévu là-bas. Malheureusement, ce jour-là, je ne peux pas, comme par hasard, je suis dégoûté. Mais voilà, il y a un concours de t-shirts mouillés pour hommes XL, pour les gros. Concours de mulets, concours de sosie ratés, que des trucs de mongol. En fait, c'est vrai, c'est vachement drôle, quoi. Donc voilà, les citoyens patriotes, ils y seront. On aura un petit stand où on vendra quelques trucs et vous pourrez venir nous parler, enfin à ceux qui seront là. Moi, j'y serai pas parce que je ne peux pas. Mais l'actu la plus proche, c'est celle-là. D'accord, ok. Mon actu concernant, je voulais parler de mes e-books que je fais tous les mois, puisque je me suis lancé le défi par mois. Donc, il y aura 12 e-books disponibles sur Gumroad. C'est une plateforme où, en fait, je vends mon e-book 4 euros par e-book. Donc, c'est un téléchargement après, tu peux lire. Et en fait, je prends chaque thème et j'essaie en fait d'aider les gens. J'essaie de trouver quelque chose qui leur parle. Donc là, je suis en train de valider celui de mai. Donc, il devrait sortir, je pense, ce week-end ou semaine prochaine. Donc sur tout ce qui est le mensonge et justement vous aider comment dire, à reconnaître des mensonges et puis à réussir à s'en sortir en fait de tout ça, ou alors mettre même les menteurs face à leurs mensonges pour vous sortir de certaines situations. Donc j'ai fait sur le patriotisme, j'ai fait sur la confiance en soi, j'ai fait sur pas mal de choses, pas mal de sujets pour justement permettre à tout le monde de s'y retrouver. Et faut que je tienne 12 e-books puisque c'est un truc que je me suis lancé. Et j'ai lancé ça puisque l'année dernière, j'ai écrit un bouquin pour devenir créateur de contenu engagé. Donc d'ailleurs, le livre est dispo sur Amazon. Et ça permet de faire ce qu'on fait nous avec l'AB. Ça permet de créer une chaîne, d'essayer de passer à travers justement les filtres, les censures, les blocages de vidéos, pas mal de choses. Donc je donne des tips. En fait, c'est un bouquin de tips où ceux qui veulent ouvrir leur gueule sur les réseaux et éviter la censure, voilà, vous pouvez l'acheter. Parce que depuis que je fais ça, de mon côté, j'ai pratiquement pas de vidéos qui sautent, uniquement sur Snapchat. J'ai que Snap qui me censure. Donc, je pense que l'algorithme Snapchat est différent d'Instagram, de Facebook, de TikTok, de YouTube. Mais pas, donc, en fait, je suis bloqué nulle part, sauf sur Snap. Et Snap, je pense que c'est lié au fait de l'information et du fait divers qui doit peut-être pas être un thème qui doit être bon pour Snap. Mais pour tout le reste, ce que j'ai écrit fonctionne très bien. Donc voilà, c'est mon actu en ce moment et je m'y tiens. Je m'y tiens vraiment. C'est vrai que t'as pas de vidéo qui saute, moi j'en ai tout le temps, mais après c'est parce que je dis beaucoup de gros mots aussi. Hein. J'arrive pas à me retenir, bordel, c'est chiant. Ça. Non, pourtant, je prononce les mots viol, les mots inceste, les mots suicide, enfin, tous les mots qui sont un petit peu touchy, je les prononce. C'est vrai que je Mais, suis là. mais je les prononce d'une certaine manière et tout ce que je dis est validé par les médias ou par l'AFP. Donc, dans tous les cas, on peut pas me traiter En fait, je pense que l'algo a considéré que je faisais de l'information maintenant. Et quand tu fais de l'information, tu peux balancer les noms, tu peux dire des mots parce que tu es comme un média indépendant. Je l'interprète comme ça, en fait. Je pense que je suis là-dessus.
Voilà. Ah, tu penses que l'algorithme a compris ce que tu faisais? Bah, ça fait 1 an et demi que toutes mes vidéos sont hashtaguées faits divers. Donc, ça fait 1 an et demi que je balance du fait divers partout en hashtag. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu me positionnes. Normalement, l'algo, si j'ai compris comment fonctionnait l'algo, il me positionne directement dans les faits divers. Et dans les faits divers, tu as forcément tout qui arrive. Tu as tous les termes qui arrivent. Ouais, Parce bah oui. que un fait divers, c'est par définition, c'est justement un truc horrible. Donc, voilà, je pense que c'est là-dessus, voilà. Puisque je menace personne, j'incite personne à la haine et à la violence. Donc, ça reste de l'information, même si je donne mon avis, mais ça reste de l'information. Et jusqu'à présent, j'ai pas de problème sur aucune plateforme. Donc, je touche du singe et je considère que ce que je fais, pour l'instant, fonctionne. En toute humilité, mais ça fonctionne en tout Bah, cas. preuve en est, hein. Si ça saute pas, c'est que ça marche, hein. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc, c'était ma petite actu en ce moment, ce que je voulais en parler. Donc, voilà quoi. Je trouvais ça intéressant. Donc, D'ailleurs, je les ai voilà. pas lus tes autres e-books. Bah non, vu qu'ils sont tous payants. Et alors, pourquoi je fais payant? Alors, c'est ça aussi le truc, parce que je Je pourrais les paierai, balancer, je paierai. je pourrais les balancer de manière gratuite, mais je trouve que, parce que derrière, il y a quand même le boulot d'une graphiste en l'occurrence, et puis il y a la recherche, il y a du travail, et je trouve que je donne beaucoup d'informations gratuitement toute la journée. Je fais que ça toute la journée, je donne beaucoup de choses gratuites. Donc, je trouve normal pour de proposer un e-book à 4 euros par mois. C'est pas, je considère que c'est une petite somme, même si beaucoup de gens sont à 4 euros par mois. Je néglige pas ces sommes-là, mais je considère que 4 euros pour avoir un produit qui a été travaillé, recherché, avec un travail fourni, je trouve que c'est pas excessif. Et je trouve surtout que ça les vaut. Donc voilà, c'est Bon, pour ça que je après, partais toute là-dessus. peine mérite salaire, c'est normal. On peut pas tout donner gratos. Déjà, tout le contenu qu'on fait, il est gratuit. Au bout d'un moment. Après, c'est l'ère de TikTok, des réseaux comme ça. Les gens veulent consommer, consommer, consommer et jamais, jamais payer. Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué, ouais. En tout cas, voilà, c'était mon actu du jour. Là, c'est pas c'était moins PD avant, maintenant c'était j'étais moins PD. Quand il m'a donné le nom de la chronique, j'étais mort. J'ai dit, ah Bah, ouais. allez, vas-y. C'était moins pédé avant. Je l'assume pas ce truc-là, quoi. Alors, j'étais moins PD avant. Qu'est-ce qui était mieux avant dans ta vie, ou du moins, est-ce que tu étais mieux avant dans quelque chose, dans un domaine, et maintenant tu es devenu plus fragile? Ou alors, tu peux dire que tu étais, parce que je te laisse la porte de sortie aussi, de dire, non, justement, je suis moins PD maintenant qu'avant. Ah bah Qu'est-ce moins qui te fait- PD, maintenant, il y en a beaucoup. Déjà, avant, j'étais de gauche. Mais à l'inverse, si, il y a quand même deux, trois trucs, quoi. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Au moins un. Au moins un truc. Ah bah j'étais plus fort avant, largement même. Physiquement, tu veux dire? Ouais, j'étais plus fort physiquement avant, largement. Parce que là, je fais 95 kilos, mais là, je suis un peu flasque, on va pas se mentir. Et ouais, il y a quelques années, quand j'étais à mon prime, ouais, j'étais pas loin de 100, mais j'étais tout en muscle. J'étais un monstre. Et toi, j'arrachais 160 kilos, voilà, je les arrachais de terre. Pour ceux qui font de la muscu, ça va leur parler un peu plus, mais je prenais 42 kilos en haltère sur chaque main, quoi. J'étais vraiment puissant, quoi. J'arrivais à un moment où j'étais vraiment puissant. Je cherchais pas la perf, je cherchais vraiment la résilience, et puis pour mon taf, ça m'aidait beaucoup, quoi. Je vais t'appeler l'abbé in shape alors. Ah là, maintenant, c'est la béchamel, hein, parce que ça a fondu. Moi, j'étais très fort, et puis voilà, bah, après, la vie a fait que bah, je suis tombé malade et j'ai pas pu refaire de sport. Et là, je me bats pour essayer d'en refaire, et bordel, j'y arrive pas. J'ai mal partout, ça me casse les couilles. Donc j'étais beaucoup, oui, j'étais moins pédé avant là-dessus. Largement même. De mon côté, j'étais moins pédé avant. Je trouve que je me suis, alors c'est peut-être avec l'âge, mais je me suis assagi au niveau violence. Pas forcément que physique, hein, mais au niveau colère, au niveau, tu sais, rester par exemple fixé sur un truc, fixé sur une personne, et en fait maintenant je relativise beaucoup plus. Ça fait des années que je relativise beaucoup plus et que je passe des choses. Mais j'ai repensé en fait à ça en pensant à toi quand on était à Lille, tu vois, où il y a eu l'altercation avec les Antifa, et je me suis dit putain, 10, 15 ans plus tôt, je pense que, tu vois, ce serait parti dans un pugilat total. Et alors qu'en fait, ça aurait pas du tout été la bonne décision. Je pense que la bonne décision, on l'a prise en justement en ne répondant pas à ce genre de personnes. Et dans le sens où j'étais beaucoup plus
ouais, j'étais peut-être moins réfléchi avant, donc j'étais plus. Alors, je sais pas si c'était moins pédé avant ou pas, mais en tout cas, j'ai eu des actions dans ma vie. Je me dis ah ouais, maintenant je le ferai plus jamais quoi. Donc je me suis assagi, calmé, on va dire. Et je pense qu'il y a une partie stratégie aussi. Il y a une Tu partie. vieillis après, normal. Ouais, tu vieillis peut-être aussi. Quoique je connais des mecs qui sont agressifs, ils ont plus de 50 ans. Hein. Donc Ouais. je connais deux trois gars, ils se sont pas assagis. Hein, du tout. J'en ai un en tête là, il est pas du tout calme, mais il a 55 je crois. Donc non, c'est donc voilà, c'était un truc où tu te dis bon. En plus de ça, je prends très au sérieux. Il y a un truc qui est important aussi. Je prends très au sérieux l'image que je peux renvoyer, vu que maintenant, bah, je suis un peu suivi et je voudrais pas renvoyer de tu vois, de mauvais trucs. Donc, je me suis assagi, on va dire. Voilà. Ça, c'est vrai, je t'ai jamais vu en colère. Non, Même non. s'énerver, même quand on a des conflits, tu t'énerves jamais. T'es toujours en retraite, attends que la tempête passe, et puis après tu donnes ton avis à la fin, quoi. Mais jamais tu gueules. Moi, c'est un truc que je travaille pour arriver à passer, mais j'arrive pas. J'arrive pas du tout. Et ça, je pourrais en parler sur l'histoire après, de pourquoi j'y arrive pas. Et ça me fait beaucoup rire, parce que je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. C'est parce qu'on est les exacts opposés. À ce point-là. Bah en fait, toi, je pense que quand tu penses à un kiff, tu vas penser à ou un truc qui va t'apaiser. Ton élément, ça va être l'eau, j'en suis sûr. Bah ouais, parce que tu connais des trucs sur moi aussi, c'est facile. Ouais, mais non, mais oui, mais je sais que ça va être l'eau. Moi, le Oui. premier élément qui me vient, c'est le feu, toujours. Moi, je suis Ok. en feu, je suis bouillonnant tout le temps, et on est vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Et c'est vrai que je pète souvent les plombs, mais vraiment, même trop souvent, que Dieu m'en protège. Mais bon, j'essaye de faire un travail, j'arrive pas. Enfin bref. Et à chaque fois que sur les groupes, je pète les plombs, avec les ambassadeurs, ça peut m'arriver, ou dans les réseaux, il y a que Ben qui arrive à me calmer. Parce qu'il est Ah, très bon pour relativiser, il me fait relativiser, il arrive à m'apaiser. Que toi, je sais qu'un mec comme Gris, qui est un peu dans le même tempérament que moi, lui, il fait que me jeter de l'huile sur la gueule et je suis encore pire. il balance du kérosène, lui, c'est encore. La torche humaine. Bah, je sais pas, ouais. En fait, chacun son comment on est à l'intérieur. Moi, c'est pas un truc que je calcule non plus, tu vois. Comme toi, c'est un truc qui est inné en nous. Et j'avoue que relativiser déjà fait beaucoup moins stressé, te fait beaucoup moins, tu t'inquiètes sur moins de choses. Et tu remarques aussi beaucoup de trucs dans la vie. C'est que toi, t'as vécu aussi pas mal de choses. J'en ai vécu quelques-unes. C'est que tu te rends compte qu'en fait, d'après moi, à part la maladie et la mort, il y a rien de grave. Donc, c'est-à-dire que tout le reste peut être géré, peut être rattrapé, peut être voilà amélioré, tout ça. La santé et la mort, c'est autre chose. Mais dans tout ce qui est compliqué dans la vie, tout le reste, voilà, comme par exemple, je sais qu'on a des gens en ce moment qui nous crachent sur le nous et qui nous fait pas du bien. Donc on sait, il y a des deux trois noms que j'ai en tête où là les gens ils sont là à nous dire voilà tout ce qu'on fait c'est de la merde et machin. Mais si tu commences à rentrer dans le délire en disant bah, on va leur rentrer dedans, bah en fait je vais perdre du temps, je vais perdre de l'énergie pendant que je fais ça, je fais pas autre chose et j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Et en plus ça c'est Magila qui le dit très souvent, c'est qu'en plus de ça on leur donne de l'importance et c'est ce qu'ils veulent. Donc tous ces gens-là, j'ai pas envie. Donc je relativise. Je prends un exemple, hein, il y a 50 000 autres exemples où je relativise et je me dis bon, est-ce que ça c'est important que je prenne du temps là-dessus? Non, puisque le temps c'est de la vie, donc je vais pas donner de la vie à quelqu'un qui le mérite pas. Donc je suis plutôt là-dessus et c'est pour ça que je relativise sur pas mal de choses. Tu vois. Ça, c'est bien, parce que maintenant que je suis avec vous tout le temps, j'arrive à me freiner. Mais Dieu sait que c'est dur. Dieu sait que j'ai envie de prendre mon téléphone et dire, mais mange, t'es mort! Et ça sert à rien. T'as mon numéro, fils de pute, appelle-moi, au lieu de me cracher à la gueule avec les réseaux, appelle-moi comme un homme, on se donne rendez-vous, on se met une tête, et puis voilà. Bon bref. Mais moi j'ai beaucoup de mal, hein, je le sais, hein. Ah, c'est comme ça. Hein. Ça arrive. Et Hein, moi, tu sais que la mort, il y a que deux choses, moi, qui me font me sentir très mal dans la vie, c'est la maladie, mais pas la mienne. C'est si je vois des proches à moi malades, c'est mes enfants, ma femme ou mes enfants. Moi, ça me ruine. Si je sais qu'ils sont pas bien, ça me ruine. Et de savoir que t'as fait du mal à quelqu'un. Moi, ça, je Ça, m'en fous. ça, mec, je peux pas dormir. Ça dépend qui. Ah non, mais les personnes que j'aime, si c'est un Ah lambda, oui. je chie dessus. Ah oui. Mais les gens proches de moi, de savoir que j'ai pas été à la hauteur ou que je leur ai fait du mal, ça peut me détruire, hein. Mais vraiment. Ok. Je le supporte pas. Je le supporte pas. Bah, donc tu fais en sorte d'être correct avec tout le monde alors. Non, je suis un connard. Parce que je suis complètement con aussi, j'ai pas dit. Non, après, moi, j'ai mon caractère qui est horrible. Enfin, tu sais comment je suis. Mais j'ai pas de méchanceté. Je suis un très très gros con, mais j'ai pas de méchanceté. Je suis pas du tout méchant. C'est déjà ça. C'est déjà ça.
Non, mais c'est le principal. Est-ce qu'on passerait pas à l'histoire, à notre petite histoire chacun, là, pour Allez. savoir un peu plus. La minute histoire de l'abbé. De la bénasse, Bon, j'aurais dû dire. ouais, bon là c'est plus la minute histoire de nous en croisant croisant les histoires. Un jour, il y Tu l'as aura un annoncé. nous. Ouais. De quoi? Un jour, il y aura un nous. Ouais, c'est ça, hein. Le nous, Ça c'est fait au très bien. VPF, hein. Bon, je vais commencer. Une petite histoire me concernant. Pourquoi, en fait, je suis parti dans les faits divers. J'ai pensé à ça l'autre jour. Avant d'être. Enfin, j'étais sur les réseaux et donc, il y a eu je faisais de l'événementiel. Il y a eu le Covid qui m'a arrêté. Et donc, j'ai dû rebondir puisque faire d'événementiel et au milieu de la nuit, c'était très compliqué. Alors, j'avais fait ça pendant 15 ans. Et donc, c'est compliqué. Donc, j'ai monté une boîte pendant pendant le Covid, enfin, pendant la période un peu merdique, où je livrais de l'alcool à domicile. Donc en fait, j'avais un utilitaire et dans ma campagne, je faisais le tour les nuits Génial. pour vendre et j'allais de plus en plus loin. Bref, mon père m'avait fait un bar à l'arrière de ma voiture. Bah, ceux qui verront et qui me connaissent d'avant pour confirmer, j'ouvrais mon partenaire typique, j'ai toujours d'ailleurs, et derrière j'avais un bar sur 2 rangées avec rétro-éclairé avec des LED pour que je puisse montrer aux gens ce que je vendais, bref, avec le stock derrière. C'était un délire, c'était un délire. Et il se trouve que tout se passait très bien pour d'ailleurs avec toutes les communautés diverses et variées, sauf le jour où j'étais voir un client régulier mais qui tenait pas debout et qui m'a agressé. Et ce jour-là, donc il m'a mis une baigne, machin. C'était un gitan d'ailleurs je ne remercie pas, mais j'ai eu les excuses de toute la famille, j'ai eu l'excuse parce que je connaissais tout le monde. Forcément, j'allais sur les camps, donc je connaissais tout le monde. Ils ont toujours été extrêmement corrects avec moi. Ils m'ont toujours fait travailler toutes les semaines. J'avais des livraisons régulières dans différents camps d'ailleurs, différents endroits. Je dis camps, mais ils avaient des terrains à eux, donc c'est même pas des camps, c'est des semi-sédentaires, je sais pas comment on dit dans le monde des gens du voyage, mais en tout cas, tout le monde a été très correct. Les femmes m'appelaient, passaient commande, les mecs, on rigolait, ils me payaient. Bon, après, il y a eu une histoire où ils ont raconté, je sais pas, des petits jeunes ont menti sur un truc, bon, bref, peu importe. Et donc, fameuse agression où, en fait, il n'arrivait pas à payer, c'est sa femme qui a payé, et le temps que ça paye, il m'a mis une patate en lâche, alors je regardais pas, bref. Et je me suis dit, là, ok, est-ce que je vais porter plainte ou pas? J'y suis allé, je suis arrivé dans le commissariat, j'avais un œil au beurre noir, je sais pas quel côté, je pourrais montrer les images d'ailleurs, j'ai des photos, je crois encore. Et en fait, le flic direct, il m'a dit, faut faire une visite médicale pour calculer les ITT. Il y avait, à l'époque où j'ai fait ça, bien sûr, il y avait 2 ou 3 semaines d'attente pour choper un médecin dans le village où j'étais. C'était impossible. Donc en 2 ou 3 semaines, l'œil au beurre noir, tout ça, c'est terminé. Il se trouve que donc j'ai quand même été voir, donc pas moyen d'avoir un rendez-vous, même en express, machin. Je sais pas pourquoi à ce moment-là ça a fait ça, mais c'était comme ça. Et je me suis dit, putain, je me fais agresser, j'ai la preuve. Il y a des gens qui peuvent dire, bah voilà, ça peut arriver. Et il y avait des témoins, mais je pense pas qu'ils auraient fait quoi que ce soit vu que c'est de la même famille que l'agresseur. Et je me suis retrouvé à me dire, putain, mais alors, même si on se fait agresser, qu'on est dans notre droit, dans notre bon droit, personne n'est là pour nous aider, même les flics. Donc les gendarmes, j'ai encore la caserne, donc je sais très bien où j'ai été. Alors le nom du gars, je l'ai pas, mais il m'a limite regardé avec dédain en me disant, bah fallait répondre. Sauf que si j'avais répondu sur un mec, Fallait le niquer. ouais, mais si j'avais répondu ce mec-là qui était dans un état pas possible et que je l'avais déglingué, c'est moi qui aurais pris. C'est moi qui aurais pris. Donc derrière, heureusement, la famille était très intelligente, donc j'ai eu les excuses. Ils m'ont dit que c'était occupé de lui, donc bon, je sais pas dans quel sens ils sont occupés de lui, mais en tout cas, l'histoire a été réglée. Le chef de famille s'est excusé, les femmes se sont excusées, ils m'ont passé des coups de fil, ils ont été corrects parce qu'au départ, après, je voulais plus revenir les voir. Forcément, tu te fais agresser. Je dis bah je vais pas retourner voir des mecs qui m'ont agressé, c'est pour recommencer. Et donc voilà. Bon après j'ai recommencé et tout, mais je me suis dit ça il faut que j'en parle. Ça, il faut que j'en parle de toutes ces victimes, de tous ces trucs où tu te dis, bah, voilà, on peut rien faire. En plus de ça, bien évidemment, si j'avais porté plainte, il retournait en prison parce que il était sous le coup de je sais pas quoi, et la famille m'a remercié de pas l'avoir mis en prison. Chose qu'en fait, avec le recul, j'aurais dû faire parce que, mine de rien, il a peut-être agressé d'autres gens derrière, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, tu te dis, même s'il était assigné à résidence, mais bon, quand même. Mais tu te dis quand même qu'il y a des gens qui ont vécu plus grave que moi. Moi, j'ai pris une patate, c'est pas c'est pas la mort, tu vois, c'est pas un truc. Mais il y a des gens qui vivent pire que moi et qui sont confrontés justement à des choses où la justice les aide pas, la police les aide pas, les voisins aident pas, il y a pas de témoin, tu es tout seul avec ton truc. Donc moi, psychologiquement, je pense que je suis assez solide. Donc bon, je suis remonté, j'ai fait autre chose, tu vois, je suis parti dans autre chose et j'ai tout extériorisé dans les réseaux. Mais il y en a d'autres, ils font comment les autres?
ils tombent en dépression, ils tombent en burn-out. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne parle d'eux, personne ne fait rien. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, c'est pour ça que c'est l'histoire que je voulais raconter, parce que c'est à cause de ça ou grâce à ça, parce que si ça se trouve, prendre une patate fait que je vais avoir une carrière derrière. Donc, peut-être que finalement, c'est pas une patate pour rien. Et c'est peut-être ma vengeance qui est là, tu vois. Et peut-être mon sérieux est là aussi. Mais je me dis, les gens qui n'ont pas ce que j'ai pu faire, ils font comment? Ils se retrouvent sans rien. Donc là, c'est absolument lunaire. Donc j'ai dit, bon, maintenant je parle des faits divers et je parle de la souffrance des gens au quotidien. Mais la justice, ça devient un délire. Hein. Mmh. Là, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui, enfin une femme de ma famille qui s'est séparée de son conjoint. Elle l'a laissé parce qu'en fait, elle nous l'avait pas dit, mais ça faisait plus d'un an qu'il a tapé, qu'il a maltraité, qu'il a traîné par les cheveux. Enfin, il lui faisait vraiment des trucs horribles. C'était vraiment une pute et on le savait pas. Du coup, il a été envoyé en tôle et il avait déjà fait de la tôle avant. Là, je crois qu'il a fait que quelques mois. Il est déjà ressorti avec un bracelet, un travail, etc. Et il est sous le coup de tu fais une connerie, tu repars direct. Et il a envoyé des messages alors qu'il n'avait pas le droit de la contacter. Il lui a envoyé des messages le lendemain, rien à foutre, quoi. Il a menacé de mort sa famille, donc nous. Il a menacé de nous retrouver, tout ça. On a été porté plainte. Enfin, elle a été portée plainte et il s'est rien passé. Et le juge a dit, bah non, mais il se passera rien, il retournera pas en prison. Bah, attends, il est sous conditionnel, il a le bracelet, il vient juste de sortir, il a menace de mort et il se passe rien. Donc, puis en plus, toi, il a un bracelet, mais quand le bracelet il a plus de batterie, bah il l'enlève. Du coup, pour le recharger, du coup, tu peux pas le retrouver, le gars. C'est pas où il est pendant un laps de temps, même une demi-heure, ça suffit par chez nous. Hein. Tu prends l'auto, tu fais l'aller-retour. En plus, lui, il est complètement taré. Et la police a dit, bah, on ne fera rien. On ne fera rien, voilà. Ça, c'est la police en France. La justice en France, on ne fera rien. C'est affreux, hein. C'est Mmh. dingue. Hein. Et je pense Et que d'ailleurs, je suis en train de lire un livre là qui s'appelle Renfort collègue d'Alexandre. Putain, j'ai plus son nom, je suis désolé. Je vous le mettrai, il est vachement bien, c'est un copain sur les réseaux, il me l'a envoyé. Tu vois, même toi, je pense qu'il te plairait le livre, parce que en fait, il parle de sa vie de flic, il est plus flic maintenant. Il parle de sa vie de flic, comment ça se passe, les rouages, et tu pètes un plomb. Tu fais, non, mais ça peut pas être ça, la police, en fait. C'est ignoble. Et tu pètes un plomb. Et je vous conseille d'aller le lire, c'est vraiment instructif sur le fait qu'est-ce que c'est vraiment la police. C'est vraiment dégueulasse. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des histoires, vous avez des choses que vous avez vécues. N'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça on pourra lire et voir ce qui se passe, quoi. Et voir qu'on n'est pas tout seul à vivre des merdes, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que toi, Ben, je le connais bien. Et l'histoire qu'il a choisie, je le savais très bien que ce serait une histoire qui serait perso, mais pas perso. C'est perso pro. Mais si, c'est perso. Attends, c'est perso. C'est perso pro. Tu t'es pris une patate dans le cadre de ton travail. Ah, ça va. Comme si je dis, je suis tombé d'un chantier, du coup, après, j'ai monté une entreprise de sécurité. Ça va. Bah voilà. Ça, c'est une histoire, attends. Ouais, mais en fait, il a jamais rien. Même moi, que je le connais bien, je connais rien ou quasiment rien sur sa vie perso. Il lâche rien du tout. Bah, à toi, je pourrais te le dire en privé. D'ailleurs, si tu me poses une question, je te réponds. Après, en public, c'est différent. Parce que comme tu le sais, si je donne trop de détails, les gens savent vous pouvoir retrouver les noms, les prénoms, les adresses. Les détails, Ah bah, l'histoire que je vais dire, elle est perso, mais il y a aucun détail, tu peux pas me trouver, quoi. Que moi, par exemple, si je te donne, je sais pas, des infos sur cette période-là, des gens peuvent retrouver facilement où c'était, enfin pas mal de Ah choses. oui, non, mais je dis, tu lâches jamais un truc perso sur toi, quoi. Bah là, c'est perso pour le coup. Oui. Moi, je trouve pas. Mais... Quel bâtard. Je trouve pas. Est-ce que c'est perso ou pas? Marquez dans les commentaires si c'est perso ou pas, quoi. Dites-moi si c'est. Après, c'est une histoire personnelle parce que tu l'as vécu toi, mais c'est dans le cadre d'un boulot, etc. C'est pas un truc dans ta vie privée. Ah. Peut-être privé. Ouais, privé, c'est peut-être mieux que perso. Ah bah c'est pas pareil alors. Voilà. C'est pas pareil. Bon, on fera un nouvel épisode. Si c'est toi qui racontes, c'est forcément perso. On fera un nouvel épisode un jour où on fera les anecdotes de Benas et de l'abbé. Ah ouais. Les anecdotes perso. J'ai hâte de savoir ta vie. Je pense que tu me croirais même pas en plus. Mais c'est ça que j'adore, les gens qui ont eu plein de vie et tout. J'ai l'impression de venir de naître. Qu'est-ce qui se passe? J'étais où moi tout ce temps, les gars là? Ma vie elle est nulle. C'est pas vrai, t'as une très belle vie en plus. Ah non, mais j'ai une très belle vie, oui non. Bon, ton histoire à toi là, parce que tu dis que moi c'est pas perso là. Bah, moi, tu m'as rêvé, vas-y. Je juge maintenant. Ah bah tu peux me juger, je m'en fous. Moi l'histoire que je voulais raconter, je l'ai dit juste avant, c'est pourquoi je suis comme je suis.
C'est pourquoi j'ai autant un feu comme ça en moi. Pourquoi je suis toujours en feu. Pourquoi je suis toujours énervé. Quoique énervé, c'est un bon mot. Parce que énervé, c'est en fait, quand on dit énervé, c'est tes nerfs qui sont innervés. Donc t'es toujours prêt. Ce qui est le paradoxe, être en colère, c'est pas du tout pareil. Donc pourquoi je suis toujours comme ça je pense pas, je suis sûr. Je le suis par nécessité de survie absolue. Parce que j'ai grandi, malheureusement, comme ça. Pour faire très très court, et toi, moi, là, je vais dire du privé. Pour faire très court, mon père, il est mort quand j'avais 9 ans. Il est décédé à la suite d'une longue agonie d'un cancer du cerveau. Donc moi, j'étais très jeune, j'avais 9 ans. Ma petite sœur, elle avait 5 ans. Mon frère, qui est un peu plus vieux que moi, il en avait 11, je crois. Et à cette époque-là, ma mère ne travaillait pas, parce qu'elle était mère au foyer à s'occuper de nous. Donc, on s'est retrouvés sans rien du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain, je veux dire, sa maladie, elle a duré quand même 1 an et demi. Donc, on savait, on n'était pas, enfin, ma mère savait, moi je savais pas parce que je comprenais chi. Mais ma mère s'était préparée au fait que elle devrait assumer. Et du coup, ma mère a dû retrouver un emploi. Et ma mère, à cette époque-là, elle avait pas de permis. D'ailleurs, elle a 65 ans, elle a toujours pas de permis. Elle a essayé de le passer 10 fois, elle a jamais réussi. Enfin bref. Du coup, ma mère, elle allait au travail en scooter, elle allait faire les courses en scooter, elle nous emmenait au rendez-vous toute seule en scooter, etc. Pour le coup, elle a vraiment fait, elle a fait le job, quoi. Beaucoup de courage. Bah, de toute façon, pas le choix, hein, c'est-à-dire. Du coup, à 9 ans, quand tu te retrouves tout seul, sans père, avec une mère. Déjà, ma mère de base, faut savoir que c'était une mère qui était extrêmement violente, oui, on peut dire le mot, elle était violente, quoi. Elle nous frappait beaucoup. Mon père, il nous frappait jamais. Il était pas comme ça. J'ai jamais compris qu'est-ce qui les a attirés l'un chez l'autre, parce que c'était vraiment les deux opposés. Mon père, il me fait beaucoup penser à toi. Il était extrêmement calme. Il adorait, il faisait beaucoup de vannes, il disait beaucoup de conneries, comme moi en fait. Il était très très déconneur, mais c'était quelqu'un de très très gentil, très calme. Il s'énervait jamais. Moi, je l'ai jamais vu s'énerver sur quelqu'un d'autre, à part sur nous quand on faisait de la merde. Mais sinon, je l'ai jamais vu s'énerver. Et voilà, quand il est parti, effectivement, il y a un gros vide qui s'installe. Et ma mère, qui était déjà pas une mère aimante, tu te rends bien compte qu'elle a pété un plomb et est devenue pire. Donc on s'est fait un peu défoncer la gueule avec mon frangin. Bon, après, je veux dire, on a fait de la merde aussi, hein. C'est quand tu perds ton père, tu deviens un peu débile, tu fais que des conneries à l'école. Moi, j'étais très bon à l'école, en plus, j'ai toujours été très bon, mais j'en avais plus rien à foutre, j'apprenais pas, je faisais rien, je cassais tout. Donc peut-être on va dire c'est légitime, peut-être pas, enfin bref, c'est comme ça. Et elle s'est remariée beaucoup trop tôt, selon moi, ça j'ai jamais avalé. Elle s'est remariée beaucoup trop tôt avec le premier mec qu'elle avait eu dans sa vie avant mon daron, et qu'elle avait retrouvé à la suite d'un enterrement de famille éloignée. Bref, ils s'étaient revus à des obsèques, enfin bref. Et ils se sont remariés, et lui, c'était vraiment pour le coup une méga saloperie. D'ailleurs, c'est toujours une méga saloperie. Si tu passes par là, je te chie dessus. Euh, et lui, c'était en plus d'être méchant, il était raciste, alcoolique, vraiment le gros paysan de campagne de base. C'était un gogol infini. Il était extrêmement méchant, extrêmement hautain, méprisant, violent. Donc ma mère, en fait, les femmes, avec le temps, leur caractère se calque sur celui de leur mari, hein. Les caractères, ils s'additionnent. Ma mère est devenue comme lui, en fait. Elle s'est mise à boire et est devenue aussi méchante que lui, alors qu'elle était pas comme ça. Enfin, elle était méchante, mais pas à ce point-là. Là, c'était vraiment gratuit. Du coup, j'ai eu quelques années très très difficiles avec eux. Parce que, puis je me rappelle encore, hein, moi j'avais 12 ans, je me mettais entre eux deux pour pas que ma mère elle se prenne des patates. C'était le truc horrible. J'ai fait dormir ma mère dans mon propre lit alors que j'avais que 12 ans, quoi. Et j'avais dormi devant la porte pour pas qu'il rentre parce qu'il était complètement morceau. C'était vraiment des années très très compliquées, où j'en ai beaucoup chié d'ailleurs. Et quand t'es tout seul, que t'as pas de repère, dans les deux sens, et je dis un repère et un père, hein, parce qu'un père c'est un repère. Quand t'as pas de repère, que tu dois devenir un homme dans une famille comme ça, et que personne veut t'aider, parce que un père, c'est les pères qui, enfin c'est les pères qui font de leurs fils des hommes. C'est pas une mère, hein, ça, c'est pas misogyne de le dire. On n'a pas les mêmes codes, on n'est pas élevé pareil. C'est un père, il va apprendre à son fils le mérite, la force, l'honneur, le courage, toutes les vraies valeurs qui font d'un homme un homme. Et quand t'as pas ça et que t'es tout seul, et que tu dois apprendre ça par toi-même, et que à chaque fois que t'essaies de t'en sortir, on t'écrase, c'est très très compliqué.
Et du coup, bah, je me suis mis à être comme ça, à avoir le feu tout le temps, être toujours énervé, parce que j'avais pas le choix. Parce que dès qu'à la maison ça se passait mal, bah, je me faisais éclater. Du coup, bah, je me suis mis à bosser. Moi, j'ai quitté l'école à 14 ans, alors que j'étais très très bon. J'étais très très bon à l'école. J'avais une excellente mémoire. D'ailleurs, même déjà à l'époque, j'étais bilingue. Et j'avais aucune difficulté à l'école. J'apprenais pas, mais j'avais pas besoin de le faire parce que j'étais très bon. Et j'ai quitté parce que j'en pouvais plus. Et je me dis, à la seconde où je peux me barrer, je me barre. Du coup, bah, j'ai commencé à la maçonnerie, j'avais 14 ans. En septembre, ça fera 20 ans maintenant que je suis dans le bâtiment. Et bah, j'ai commencé à bosser pour m'éloigner le plus possible. Et après, bah, j'ai eu mon scooter. À partir du moment où j'ai eu un scooter en campagne, les gens qui ont grandi en campagne, ils comprennent ça. Au moment où tu as ton scooter, c'est tu peux faire 10-15 km, tu te barres dans la ville d'à côté, tu rentres à l'heure que tu veux, on ne casse plus les couilles. J'ai commencé à être indépendant comme ça. Moi, à 15 ans, faut savoir que ma mère elle s'occupait plus de moi, hein. Je gagnais mon argent, même si c'était pas beaucoup, hein, je gagnais 500 balles. Mais je faisais mes courses de la semaine tout seul, je me faisais mon manger tout seul, je faisais tout seul. Ma mère, j'occupais le lit de la chambre, c'est tout. Je ne lui demandais plus rien et je ne voulais plus rien avoir avec cette famille. Vraiment, là, j'étais rompu à ne plus jamais faire partie de ça, parce que je ne voulais pas. Je me voyais pas grandir là-dedans. Je me dis que non, j'ai dit, je veux pas ressembler à ces gens-là. Et je sais très bien que dans ces familles-là de racistes comme ça, là, de gogol, en fait, si t'es pas comme eux, tu seras jamais accepté. Et moi, je voulais pas faire ça. Du coup, à 17 ans, j'ai rencontré ma chérie. D'ailleurs, ça fait 18 ans qu'on est mariés maintenant. Et à 17 ans, bah, c'était la première femme de ma vie et ça a été la seule d'ailleurs. Et à 17 ans, je suis parti. Dès que je l'ai rencontrée, que je me suis dit, bah, c'est la bonne, je suis parti. À 17 ans, dès que j'ai eu l'occasion, je me suis barré. On a pris un petit logement pourri, etc. Du coup, bah voilà, c'était la galère, mais on était libre, tu vois. C'était pas, on l'a pas vécu comme un truc horrible. Non, justement, on était tous les deux, on était bien, on était libres. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de me barrer. Et à 20 ans, je suis devenu père, très rapidement. Du coup, là, ma fille va avoir 15 ans. Et voilà, j'ai devenu père. Et quand t'as un petit salaire de maçon de merde, parce que bah, j'avais que 20 ans, donc j'étais pas très bien payé. J'avais pas encore les qualifs. J'étais déjà ouvrier qualifié, mais j'avais pas des bonnes qualifs, et même encore des bonnes qualifs. Un très bon maçon, il va faire 2003, allez, 2004, 2005, si vraiment il est dans une bonne boîte, il a des primes, etc. Mais il passera jamais au-dessus, quoi. C'est très très mal payé, le bâtiment. Pour le boulot que c'est très très mal payé. Du coup, bah, à 20 ans, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise, alors que j'avais pas de travail, j'avais pas d'outils, j'avais pas de camion, j'avais absolument rien du tout. Et j'ai dit, allez, let's go, tant pis, on y va. Et ma femme, elle m'a soutenu. Et pourtant, elle ne travaillait pas à l'époque, hein. Et elle a cru en moi quand même. Et bah, j'ai dit, les gars, là, faut péter un plomb. Donc, bah, j'ai gardé ce feu-là et je suis devenu pire. Pire, parce que là, en fait, il y avait une nécessité de faire vivre la famille, quoi. Donc, je suis devenu pire et je travaillais tous les jours, je m'arrêtais jamais, 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 jamais. Et toi, ça fait 18 ans que ça dure. Et je me suis jamais arrêté parce que, et en fait, d'avoir ce feu-là, je pense que ça aide beaucoup de gens qui sont dans la difficulté. Parce que moi, j'ai été beaucoup sujet à la dépression. D'ailleurs, j'ai fait une dépression il y a quelques années. J'ai fait une tentative de suicide. C'est même allé très très loin. D'ailleurs, je m'en suis beaucoup voulu pour ça. Parce qu'à l'époque, j'étais plus tout seul. Et je m'en suis beaucoup voulu de m'être laissé sombrer, de ne pas l'avoir vu venir. Mais bon, c'est quand ça te tape derrière l'oreille, tu vois pas forcément arriver. Et bah, après, à la suite de ça, je suis tombé malade. Parce que ça, j'en ai jamais parlé, mais j'ai une maladie auto-immune où j'ai une maladie des articulations, j'ai mal en permanence, j'ai un traitement de merde mais qui marche pas, c'est pas guérissable. Et du coup, bah, en fait, je pense que c'est ça qui me fait tenir, c'est d'avoir ce feu intérieur, parce que je pense que si t'en as pas et t'as pas une force mentale derrière, je pense que tu te laisses très très vite sombrer. Parce que quand t'as mal tous les jours, que le boulot t'en a marre, que tu dois bosser quand même, mais ça te défonce de bosser parce que t'as mal partout, mais que tu dois pas lâcher pour tes enfants, en fait, si t'as pas un minimum de force mentale, tu t'écroules. Et bah voilà, c'est pour ça que je pense d'ailleurs, oui, je pense que c'est ça qui m'a forgé ce mental-là. Et c'est pour ça que je suis un peu toujours comme ça, un peu toujours énervé, un peu toujours en feu. Mais je le disais, j'ai pas de méchanceté, mais j'ai besoin d'être comme ça. Et j'ai peur de plus l'être. On en a déjà parlé et je te l'avais dit, moi j'ai peur. J'ai peur de le perdre, ce feu-là. Parce qu'on m'a dit, ouais, faut que tu te calmes un jour, quand tu auras 50 ans, faut que tu te calmes, que tu sois moins en feu, etc. Je dis, moi, j'ai peur de plus être en feu. Le jour où je suis plus en feu, j'ai peur de plus l'être. Que c'est ce qui me fait tenir debout.
si j'ai plus ça, je sais pas comment le gérer en fait. Et moi, ça m'effraie encore plus de m'assagir à l'inverse de toi que de rester comme je suis. De toute façon, tu vivras avec si ça arrive, hein. Il n'y a pas de raison. Il y a pas de, comment dire, je pense que le corps et le cœur et la tête s'adaptent dans tous les cas. Donc, il y aura une transition, ce sera pas du jour au lendemain, tu vois. Donc, ça va se faire progressivement si ça se fait. Mais le feu, tu l'auras sûrement toujours en toi, vu que tu es né avec, pratiquement en tout cas né avec, je pense que tu vas le maintenir. Pour toi, c'est un mode de vie. Donc, c'est plus pareil. On n'est plus sur un Ah bah truc oui. qui, Ah non, mais moi, je suis toujours comme ça. Toujours. Je m'arrête jamais. bon, tu vois. Donc, à mon avis, ça changera pas. Et puis, si ça change, comme je te dis, ça sera pas du jour au lendemain, donc tu auras largement le temps de te réadapter et surtout comment dire, d'accepter ça. C'est rare les changements brusques dans la vie, hein. Donc, Tu seras un bon professeur. ça, j'en sais rien, mais Ça veut dire que ouais. t'as pas intérêt de m'abandonner, sinon je viens chez toi et je viole ton cadavre. Ça, j'ai dit ça à mes enfants, je disais pas de mourir avant moi. C'est dit la même chose. Ah non, bah c'est les seules Ça personnes garde. pour lesquelles on veut pas mourir avant. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, c'était très perso, très touchant en tout cas. Tu vois, moi, ça, c'est du privé pour moi. Ouais, peut-être. J'ai un Mais travail toi, à ça faire sur engage rien, ça situe personne, on ne sait pas où j'habite, ça situe rien. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais si je raconte des histoires perso, je pense qu'on va perdre la moitié du truc. Donc, Un menteur. C'est sûr que si tu euh, commences à dire, oui, en fait, on faisait une soirée avec des potes, on achetait une clope, on était dans une église, elle a brûlé, on était à Paris. non, De quoi? Ah merde, j'en ai trop dit. non, Alors, c'était pas à Paris. ça, non, ça c'est pas arrivé. Enfin, je ne crois pas. Je ne crois pas. J'espère pas. Euh, Est-ce qu'on passe à défoncer des gens? Allez, on va rigoler maintenant. Au pilori. Ah, tu voulais démonter Didier Bumblebee? Je m'attendais à ce qu'il y ait encore un petit peu le truc, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce que ça. Il y a encore un coup d'épée en plus ou un coup de. Non? Ah non, il sera Ok. toujours comme ça. Ok, d'accord. Je m'attendais encore à un autre truc, bref, pas grave. Je te dis, hein, Aujourd'hui, tu fais partie du podcast, hein, n'hésite pas. aujourd'hui, au pilori, donc on est censé au départ défendre et attaquer une personne. Mais bon, à un moment donné, il faut les défoncer, hein. Didier Bourdon, que j'ai adoré, vraiment, quand c'était les inconnus, j'ai été bercé, moi, avec, vu qu'on est dans les moments perso, avec les nuls, les inconnus, tous ces gens-là, Ça, j'adorais moi aussi, putain, c'était ouais, tellement bien. qui avait beaucoup de talent. Et malheureusement, bah, enfin, surtout Didier Bourdon, il a tourné, d'après moi, avec le Covid, puisque son fils travaillait pour l'ennemi. Il est devenu pro-vaccin et a insulté donc les anti-vaccins et les gens un peu comme moi qui n'ont pas du tout cru ni à la propagande, ni à tout ce qu'ils nous ont mis dans le cul, tout ça. Donc moi, non seulement je suis non vacciné, mais en plus je suis contre toute cette période-là, en fait. Vraiment, je suis contre tous les dirigeants politiques. D'ailleurs, pour pousser un peu dans l'honnêteté, je pense que cette période-là m'a encore plus mis dans la tête qu'on nous mentait depuis tellement longtemps que maintenant, et je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts et d'autres lives, que je ne crois plus en grand-chose de ce qu'on nous raconte depuis des années, des décennies, des siècles. Je pense que tout est toujours raconté de manière à arranger celui qui fait l'histoire. Donc, je ne crois plus en rien et le Covid, là, cette période-là, a montré justement que il suffit de 3 mecs qui décident et ils arrêtent le monde. Et qu'une fois que le monde est arrêté, on en fait ce qu'on veut. Et que si on veut leur vendre des produits, on fait des contrats avec l'Union européenne qui sont des contrats complètement opaques, où des gens ont pris des thunes et des thunes et des thunes au profit, ou du moins, enfin au profit, oui, ou du moins contre la santé du peuple, puisqu'ils ont parié sur ils nous ont donné en tant que cobaye pour prendre des millions et s'acheter des maisons et des Mercedes. Donc, juste pour ça, ils devraient tous être pendus au écourt. Ça, ce n'est que mon avis et ça engage que moi et pas le podcast. Mais je trouve sincèrement que Didier Bourdon fait partie de cet univers à ce moment-là. Parce que si on revient un petit peu il y a quelques années, pour ceux qui l'ont vécu, à moins que tu aies vécu sous l'eau, mais sinon, la pression sociale qu'il y avait était tellement importante que même tes proches te disaient mais va te faire vacciner, va ceci, va cela, sors pas et machin, et t'es Ça, inconscient, il mais peut ça, tout c'est tuer. ouf, hein, qu'on a plus, qu'ils ont réussi à retourner les gens. Mais après, c'est aussi que les gens étaient très très cons. Parce que Ils là, avaient le peur. Covid, comme tu dis, c'était un bassin, c'était vraiment un laboratoire expérimental. Les mecs, ils ont fait, ah, on va faire ça pour voir s'ils mordent.
Ah putain, ils mordent. Oh les cons. On va les faire s'autoriser à sortir eux-mêmes. Je suis pas d'accord avec toi sur le mot con. Ouais, Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que on leur a tellement fait peur qu'en fait les mecs ont suivi le chariot, quoi. ouais, mais Mais il y avait des faits, Ben. On disait, ouais, tout le monde meurt. Alors que nous, tout le monde à notre échelle, on voyait pas des hécatombes. non, Tu mais vois, mais regarde. ils meurent où les gens au bout d'un moment? Tu te souviens du décompte qu'il y avait tous les soirs, ils te montraient le nombre de morts à la télé? Tu Alors te que souviens de ça? il était archi faux, le bordel. Eh bien, non, mais non, c'est même pas ça. C'est même pas vrai ou faux. Ils te parlaient de 500-600 morts par jour, 800 morts par jour. Mais c'est les chiffres actuellement où je te parle. Aujourd'hui, il y aura 5 ou 600 morts en France. Parce que ce sont les chiffres, en fait, qui sont logiques sur une population de 70 millions de personnes. Et à côté de ça, ils ne te parlent pas du nombre de naissances. Mais il y aura, je crois qu'il y a 5 ou 600 morts par jour en France. Bah oui, puis ça fait quoi? Ça fait 0,0000001% de la population. Oui, mais sauf que Euh, on t'a tourné ça de manière dramatique, cinématographique presque, en te disant tous les jours on va regarder le décompte, donc tous les jours vu que tu étais chez toi, parce qu'on te forçait à être chez toi et à allumer France 2 et TF1 pour voir si quelque chose allait changer, et on te mettait, vous vous rendez compte, il y a eu 600 morts aujourd'hui, alors toi tu te dis attends 600 morts, je vis dans une commune où il y a 2000 habitants, putain merde, tu vois, ça représente du monde. Non mais Il y en a la moitié qui sont canés. ah non, mais tu transposes, tu te dis, ok, donc tout le temps, ils mettaient ça dans la tête, tout le temps. Donc, et les gens, quand je pense que les mecs certains ont été se faire vacciner pour retourner au restaurant. Tu te J'ai dis, envie de dire, allons-y, quoi. tu te dis, Allons-y. mais Hein. quand on est arrivé à ça, mais c'est fou. Et donc, Didier Bourdon a participé à ça. Je dis pas qu'il est responsable de quoi que ce soit, mais oui, il est parti pris en tout cas, en disant, je parle pas avec les cons d'antivax, vous êtes tous des connards, Ouais, les allez vous connards. Ouais. vacciner, enfin tous ces termes qui sont extrêmement péjoratifs et insultants. Et derrière, et c'est là où je lui en veux, c'est que quand il a vu que sa carrière, on est sorti du Covid et qu'il a voulu reprendre le cinéma, les films et tout, bah ça marchait plus parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que ces gens-là étaient dangereux. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il y a très peu d'archives de célébrités qui ressortent sur la période Covid. On en Il y a voit rien. Ils ont non, tout étouffé. il y a ni oubli ni pardon que je conseille sur X qui ressort des trucs régulièrement. Parce que si vraiment vous regardiez ce genre de chaîne, vous vous rendez compte que tous les mecs que vous aidez, que vous aimez, ont toujours eu des choses où en fait ils vous ont mis la tête dedans, ils ont contribué à vous écraser le cerveau et donc à obéir. Et les médias pareil. Je veux dire, le directeur de BFM à l'époque disait oui, on a écouté ce que disait l'État sans vérifier quoi que ce soit. Donc on est sur des gens qui sont extrêmement dangereux. Et Didier Bourdon, juste pour ça, je pense qu'il devrait plus avoir de carrière. Et tous les gens d'ailleurs, entre autres que lui c'est un exemple. Hein, C'est vrai que la période Covid, ça a été chaud quand même. Hein. Mais ben lui, oui, en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'il dit ouais, mon fils, il travaille chez Pfizer. De toute va façon. mourir. Mais Va mourir. son fils. Non mais attends, si on pousse le délire un peu plus loin. Son fils travaille chez Pfizer, ok. Donc ça veut dire que si son fils était, comme il disait chez les cadres de Pfizer, mes couilles, son fils le savait que le vaccin était bidon, parce que Pfizer l'a avoué après qu'il était bidon, qu'ils avaient rien, qu'ils l'avaient sorti dedans, c'était de l'eau du robinet, du jus de carotte, c'était de la merde. Il le savait que c'était bidon. C'est plus dangereux que ça. Non, je veux dire, c'était, ouais, il y avait du balsamique et un peu d'eau de javel. Mais il le savait que c'était de la merde. Après, Pfizer l'a avoué. Et est-ce qu'ils ont pris la moindre amende? Non. Rien. Et ils ont fait, donc, pendant la période Covid, je crois que c'était pas loin c'est en milliards. Ah bah oui. Je crois, en quelques mois, c'est en milliards. Les entreprises, toutes les entreprises cotées en bourse, ils ont eu un down et après ils ont eu un up. Et je crois que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans les actions, etc., dans les invests. Il m'a dit, on a quasiment tous fait un 30-35% à notre petite échelle. Tu dis à notre échelle où tu as 30 000 euros sur un livret d'épargne, tu fais 10 000 balles sur 2 mois. Ah ouais, putain, c'est beaucoup pour toi. Mais imagine les mecs qui jouent avec des milliards. Des milliards. Attends. Ils jouent avec des milliards et ils sont au courant de ce qui va arriver. Bah bien sûr, parce que c'est eux qui manipulent le marché. Le confinement, ça a été fait pour manipuler le marché. Le confinement, avant que toi tu le saches, bah, les gouvernements l'avaient prévu, le savaient. Et comme les gouvernements sont financés par les plus grandes entreprises de la planète, le savaient avant. Donc ils ont dit, les gars, on va confiner. Donc pendant 1 mois et demi, 2 mois, vous arrêtez votre boulot. Donc votre action va chuter. Donc essayez de parier à la baisse sur les collègues. Parce que si vous faites sur vous-même, il y a manipulation de marché. Donc vous pariez à la baisse sur vos collègues. Les collègues font pareil pour vous. Comme ça, vous récupérez votre monnaie, vous perdez pas de chiffres. Comme ça, vous pouvez licencier à balle. Il se passera rien, il y aura pas de plan de licenciement, mes couilles. Et dans 2 mois, paf, champagne, on est tous milliardaires, on a viré tout le monde. Maintenant, on peut rembaucher tout le monde au rabais. Tiens, bim. Ouais, quand t'as compris l'économie, tu comprends tout. Mais la plupart des gens sont pas éduqués à l'argent et ils comprennent pas ça. Non, et cette baltringue là, après, il a été dire, j'essaierai de trouver les extraits, j'essaierai de les mettre.
Après, il avait été dire non, mais j'ai parlé trop vite, je voulais pas parler comme ça. Non, Il non, s'est non. chié dessus comme la plus grosse merde qu'il est. Et ça me dégoûte, comme tu disais, parce que moi aussi j'ai grandi avec lui, avec les inconnus, surtout les inconnus sur scène, tu sais, quand il faisait les stand-up et tout, mais c'était à crever de rire. Beaucoup de C'est la talent. Manu, tu te sens, à pas qu'à faire. Beaucoup de talent. Beaucoup de Mais talent. c'était tellement drôle. Ouais. Et toi, en fait, tu vois en fait que la gauche et l'argent, ça va pas. Les mecs, en fait, ils veulent sauver le monde. Ouais, non, nous, on est camp du bien. Et dès qu'ils ont de l'oseille, ça devient les pires des merdes. Ça devient les pires des donneurs de leçons. Et Mais dès qu'ils d'ailleurs, sont acculés, ils se pissent non, mais dessus. attends, d'ailleurs, le mea culpa de Bourdon, c'est uniquement du business, hein. C'est parce qu'il Ah, bien voyait qu'il sûr. remplissait plus ses salles ni les théâtres et qu'il fallait le faire pour gagner de la vie. Donc il a dit, ouais, alors en fait, j'ai pas vraiment voulu dire ça. Mais c'est uniquement du business, il le pense pas. Ça, c'est vrai. Ça, la pièce de théâtre qu'il avait fait juste après, elle a fait un flop total. Bien Parce sûr. que, bah, les Français sont, selon mon propre avis, excessivement cons. On peut faire tout ce qu'on veut avec eux. Mais on est un peuple qui est très très fier. On ne supporte pas se faire insulter. Et les Français ont pas oublié. La pièce, elle a fait boum. Et je crois qu'il avait sorti un navet. Et je crois aussi il a fait vraiment pas du tout d'entrée. Et là, il a compris. Il a fait ah, je vais peut-être aller sucer des queues, voir si ma carrière remonte. Mais sa carrière elle a jamais remonté. Non. Mec, t'arrives même pas à voir ta bite. Qu'est-ce que tu veux que ta carrière remonte? On Bah sert à là, rien à voir, mais c'est gratuit. ouais, c'est gratuit. Là, le truc, il a avec Clavier. Heureusement qu'il y a Christian Clavier sur ce dernier truc parce que sinon, il a une actu dont tout le monde se fout. Et il a vraiment fait un down parce que il a dit n'importe quoi. Et il y en a tellement d'autres qui méritaient ça. Mais en tout cas, je vais mettre Didier Bourdon parce que c'est vraiment pour moi l'exemple du truc où tu as raté ta communication, tu as pris parti dans un moment de crise où qui ont craché et détruit les Français. Et après, tu penses que tu vas t'en sortir? Non. Et là-dessus, je reconnais que c'est. Alors, même s'il il a pas arrêté sa carrière, et les cachets, il les prend toujours autant, parce qu'il y a le CNC qui paye, parce qu'il y a l'État qui paye derrière, donc lui, il est toujours payé, il est toujours bien, mais en notoriété et en fame, et donc c'est plutôt ça qui le touche, parce que c'est l'ego qui va le toucher. C'est-à-dire que les gens l'aiment moins. Et c'est les artistes, c'est ce qu'ils cherchent, c'est l'amour du public. Donc quand tu l'as pas, c'est pour ça que tu vas te prostituer après pour dire non, non, j'ai pas fait ça, je voulais pas dire si, machin. Mais c'est trop tard. C'est trop tard et c'est bien fait. En plus, c'est On va bien le fait. voir Donc, avec une kippa peut-être dans pas longtemps. ouais, alors ça, c'est encore autre chose. Mais je trouve sincèrement, et je vais être très très honnête, que ces gens-là n'auraient même plus le droit de remonter sur scène. Ce qui est pas mal, c'est que c'est le public qui décide dans ces cas-là. Donc là, il y a une vraie justice quand même. Mais je trouve incroyable ces gens-là qui ont profité du système, qui ont profité de tout ça et qui après qui pensent que ça va aller, quoi. Ah ça, c'est pas De toute possible. façon, Pendant que nous, le pendant que nous, monde est comme ça. on a morflé parce que moi j'ai tout perdu. Vu qu'on est dans l'épisode perso, moi j'ai tout perdu avec le Covid. J'ai tout perdu, tout. J'avais une boîte qui tournait à l'européenne, j'avais un restaurant, j'ai tout perdu à cause de ça. Donc je suis vraiment impacté. J'ai perdu, on parle en centaines de milliers d'euros, voire de millions, tu vois. Donc j'ai vraiment tout perdu avec ça. Et quand je vois que c'est uniquement pour faire plaisir à certaines personnes, tu te dis waouh. Parce que c'est ça en fait. Ils ont enfin, je dis pas qu'ils ont inventé le truc, mais ils ont créé la situation qui leur profitait à eux. Et voilà. Donc, je trouve sincèrement que c'est honteux et j'ai une vraie haine, mais vraie haine contre tous ceux qui sont derrière le Covid et le vaccin et tout ça. Donc, On surtout sait que si on remonte, il y a l'affaire Epstein. Hein. L'affaire bien Epstein, sûr, on bien l'avait sûr, fait, il l'avait annoncé hein, dans les dossiers Epstein. Hein. mais bien sûr. On a créé on a créé un virus, on va le lâcher dans la planète, on va faire peur à tout le monde. Il le savait. De toute façon, Epstein, il manipulait le marché avec tous les plus grandes entreprises. Mais il y a même eu avant ça. Attends, dans les années 70-80, c'est lequel qui parlait de ça? Ah non, c'est plus récent que ça. Dans les années 2000, je crois que c'est Arthur disait ça. Arthur dans un dîner, je crois, avec Ardisson, Baffy ou une émission dans ce genre-là. Enfin, que je retrouve, j'ai plus exactement le truc. Je vois Arthur dire, donc le présentateur télé, hein, Arthur Jacques Asbag, je sais plus, dire, vous verrez que on va être confiné, vous verrez qu'il y aura un virus mondial, et les mecs se foutaient de sa gueule à table. Les mecs se foutaient de sa gueule. L'émission, elle est tournée, je crois qu'elle a une vingtaine d'années, peut-être 30 ans, peut-être. Et tu te dis, waouh, le mec, il savait. Tout le monde savait, tout le monde savait. Tout le monde savait. Donc, c'est inacceptable. Bref, je vais pas continuer là-dessus. Après, je vais dire des dingueries, mais je trouve ça absolument honteux et que ces mecs-là, en fait, pourrissent en enfer, sincèrement. Parce qu'ils ont détruit des vies. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Parce que les contre-coups du vaccin, maintenant, c'est chez les nourrissons, avec des malformations cardiaques. Et là, je parle en connaissance de cause, puisque dans ma famille, dans des proches, je peux vous dire, malformation cardiaque, l'œsophage qui est mal formé, les problèmes de poumons, les problèmes dans le sang, les problèmes de cerveau, tout ça sont des contre-coups de tous ces vaccins à la con. Tout ce qui est turbo-cancer, là aussi, dans ma famille, je suis touché par ça. J'allais dire, ouais, les ruptures d'anévrisme, les crises cardiaques. Il y a des jeunes de 30 ans qui ont rien, qui meurent sur des arrêts cardiaques. Attendez les mecs, personne, ça alerte personne. Donc non, ce sont des vrais tueurs. Et ça, je pardonnerai jamais sur ça.
En fait, moi, je pense, depuis que je me suis marié, donc il y a 18 ans, j'avais déjà écouté des vidéos de ça, qui avaient déjà les vidéos une quinzaine d'années, où les mecs disaient, de toute façon, il y a un programme de dépopulation mondiale qui est prévu, ils feront ci, ils feront ça, ils nous tueront avec des maladies et des vaccins. Et je me rappelle que j'ai encore la tête du mec, c'était un petit mec avec les cheveux noirs, le teint mat, je crois qu'il était brésilien, un truc comme ça. Et ce mec-là qui avait dit ça, quelques jours après, on l'avait retrouvé mort. Et ça s'est confirmé. En fait, ils ont pas tué les gens avec le Covid, parce que le Non. Covid tuait personne. Ils ont profité du Covid pour manipuler les marchés, et ils ont tué les gens en les se faisant tuer eux-mêmes. En disant, tenez, le vaccin, ça va vous guérir. Et là, on voit que ça est en train de niquer tout le monde. Ouais. À côté de chez WAM, il y a un gamin qui a 26 ans, il est mort d'un arrêt cardiaque. À 26 ans, c'était un sportif, il était en pleine forme. 26 ans. Il y a un de mes Attends, clients turbo cancer. au contraire. Et ce qui est encore plus sournois, c'est qu'il y a cette période-là, donc il y a le vaccin et tout ça, et en plus de ça, ils ont créé une tension économique mondiale et une peur en fait de l'avenir chez les gens qui ne se reproduisent plus. Donc en fait, on n'est pas sûr, on va exterminer, parce que le chiffre que j'avais retenu, c'est il faudrait qu'on soit 500 millions d'habitants sur Terre pour bien vivre, en opulence, on va dire, tu vois. Et donc on est pas loin des 8 milliards, je pense là, et en gros on est beaucoup trop. Mais ils vont pas tuer 7 milliards et demi de personnes. Ils vont faire en sorte que dans 20, 30 ou 40 ans, la démographie baisse tellement qu'en gros, on soit moins sur Terre. Alors ça va être vrai pour la population occidentale, parce que nous, vu on est plus évolué, alors c'est pas méchant de dire ça, mais on a des vies différentes que dans le fin fond de l'Asie et le fin fond de l'Afrique. Je veux dire, c'est pas méchant de dire ça, mais c'est un fait. Et donc, pendant que eux, ils se reproduisent à dizaines par génération et par femme, nous, on arrête. Donc, à un moment donné, il y a un basculement qui va se faire. Et après, ces gens-là serviront de main-d'œuvre. Enfin, si on voit simplement une vision à 50 ans, peut-être même avant, peut-être même, je suis trop loin, peut-être même 20, 25 ans, on voit le dessin, en fait. On voit ce qu'ils veulent faire. C'est comme flagrant. Donc, réveillez-vous, les mecs. Quand tu veux réfléchir à un truc comme ça, c'est ce que je conseille à mes enfants quand ils ont un problème ou à des amis. Quand tu veux, essaye de considérer ce truc-là en disant, on va pas dire c'est vrai, c'est pas vrai, on va pas donner son avis. Tu prends le problème. Est-ce que selon toi, tu prends ça comme un problème mathématique. Est-ce que selon toi, il y a un programme de dépopulation mondiale? Sans affect, sans rien. Tu poses le truc là. Et après, tu regardes l'effet, ce qui se passe dans la vie, et tu dis, est-ce que c'est cohérent avec le problème de base? Et est-ce que, mais sans donner ton avis et sans regarder les chiffres, sans regarder les ethnicités, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde? Est-ce que ça mène à ça? Réponse oui ou non. Et là, force est de reconnaître les vaccins qui tuent, la baisse de natalité drastique chez les Européens et les Occidentaux en règle générale, les Caucasiens, quoi. On n'est que 10%, mais on domine quand même l'entièreté du monde au niveau technologique et au niveau puissance militaire. L'arrivée massive de l'immigration qui monte via la fausse information que le changement climatique m'écouille, ça c'est absolument faux. Le climat ne change absolument pas. C'est une scam absolue, c'est pas vrai. Le climat c'est cyclique. Parce que pour faire un petit cours très très vite, l'orbite de la Terre autour du Soleil, elle se modifie, ça fait la forme d'un très grand ovale, et c'est cyclique je sais plus en millions d'années, mais elle se déforme un peu. Donc il y a des périodes où on est plus loin, des périodes où on est plus près, donc le climat change et c'est normal. D'ailleurs, il y a eu l'ère glaciaire des dinosaures, etc. Donc le climat change. Parce qu'à l'échelle industrielle, si tu remets ça sur une échelle de temps, c'est le temps que la Terre existe, le temps que les hommes existent et le temps que l'échelle industrielle, la pollution, machin. Si tu prends 1 heure, ça fait 1 heure que la planète, elle existe. Les hommes, ça fait, sur l'échelle de la vie de la planète, ça fait 1 minute. L'ère industrielle, ça fait 3 secondes. Donc en fait, c'est pas en 3 secondes d'1 heure de temps qu'on a réussi à niquer toute la planète et que c'est ça qui va déclencher un dérangement climatique. C'est pas vrai, ça c'est une scam, c'est faux. Donc on s'est servi de ça pour dire... Attends. Sauf que ce que tu dis est illégal. Hein. Il y a une Ah loi ouais? Ouais, tu sauras que, alors on va le laisser, il n'y a pas de problème, hein, mais tu sauras qu'il y a une loi en France qui interdit de critiquer maintenant le climat. Tu ne peux plus être climato-sceptique. Donc si on a des poursuites, eh ben, on fera des cagnottes pour payer l'avocat, moi ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi et je cautionne, mais on n'a pas le droit de le dire. Je suppose que c'est faux, voilà. Voilà. Je mets des guillemets, des bémols, voilà où on en est. De toute façon, je suis un clown, je suis un trise, je n'ai pas de cerveau. Voilà, excusez-moi, je suis un con, voilà. Je veux pas payer des avocats. Donc, je suppose que c'est faux. Et moi, je pense que c'est ça, tous les réfugiés climatiques, mes couilles. On voit, il y a une immense masse d'immigration venue d'Afrique subsaharienne, etc., qui monte vers les pays européens. Et du coup,
civilisationnellement parlant, en fait, ça marche pas. Non. Parce que quand tu commences à être minoritaire dans des villes et les mecs veulent s'installer, veulent vivre comme chez eux, en fait, ça crée des tensions et les tensions, ça crée des guerres civiles et les gens s'entretuent. Et en fait, ce qui reste, il reste pas grand chose parce qu'en final, ça finira très mal et c'est ce qu'ils veulent. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que ils poussent toujours à l'arrivée massive des migrants, des machins. En fait, c'est pour pousser à la guerre civile et tout le monde le sait. Et les mecs en face, ils sont bons clients parce qu'ils ont rien à perdre, ils s'en battent les couilles. Mm. Et moi, je pense que si tu mets les pièces du puzzle comme ça face à face, d'un truc avec un point de vue très froid, bah, ça correspond. Je veux pas être complotiste, mais ça correspond. Je dis pas que c'est vrai, je dis ça correspond. C'est pas Si tu voudrais le faire, tu ferais pas autrement. C'est pas être complotiste, hein, mais tu peux pas annihiler 7 milliards de personnes sans que ça se voit trop d'un coup. Ben non, il faut qu'ils se tuent eux-mêmes. Il faut que tu les persuades qu'il y a un problème et qu'il faut qu'ils le règlent. C'est la manipulation de masse. Hein. C'est Orwell, hein, 84. Hein, ils savent ça depuis très longtemps. Et donc d'ailleurs, pour faire la liaison avec tout ça, on pourrait passer au pire gauchiste pour nous de la semaine, parce qu'en fait, on va parler et de Mitterrand, qui est pour moi l'investigateur de ça, parce que ça fait une cinquantaine d'années, donc on est enfin pas loin, donc on est là-dessus, et de Mélenchon qui est en train de prendre la suite. Qui avait fait la promo de Mitterrand. Le gauchiste du mois. Faut que je le change. Donc je voulais voir parler, donc on s'était mis d'accord avec l'abbé pour essayer de trouver donc les gauchistes comme on fait le pire gauchiste de la semaine. Et moi, je voulais parler de Mitterrand, et ça se trouve que lui voulait parler aussi de Mélenchon, et je trouvais ça cool parce qu'en fait, ça, c'est la suite logique de la destruction. En fait, c'est Mitterrand qui a mis en place le début de destruction, parce que en fait, c'est à cause de Mitterrand si on a le résultat qu'on a maintenant, et si on élit Mélenchon, on aura 50 ans de merde derrière, encore pire, si le pays tient, ce qui ne sera pas sûr. Donc, c'est son digne héritier, je vais te dire, il est dans sa ligne politique. Hein. C'est qu'à oui. l'époque, quand Mélenchon avait 23 ans, d'ailleurs, plus jeune député de France, plus maintenant, mais à l'époque c'était le cas. Lui, il avait milité pour que Mitterrand se présente, alors que Mitterrand n'avait pas dit qu'il le ferait. Et c'est lui qui avait dit non, mais moi je pense que c'est le meilleur élément, donc faut qu'il se présente pour la France, faut qu'il fasse un effort, machin, tout. Donc, en fait, il savait la ligne directrice, il l'avait déjà. Hein. Bien sûr. Alors, je voudrais juste rappeler, parce que quand on parle de salaud, faut quand même en parler comme il faut. Je rappelle que là, les LFistes qui crient et qui traitent le FN, enfin le RN, pardon, de facho, de Pétain, de Vichy, de tout ça, Mitterrand était fonctionnaire du régime de Vichy et décoré de la Francisque en 43. Donc on est sur une espèce d'immonde enculé, voilà. Il est passé socialiste parce que c'était le seul parti où il pouvait avoir une chance d'être élu. Je veux dire, on est uniquement sur ça. Je veux dire, c'est de l'opportunisme politique. On n'est pas sur des mecs de conviction. On est sur des mecs qui étaient là pour juste prendre de l'argent, une carrière et détruire tout derrière. En fait, franchement, pour moi, je le vois uniquement comme un destructeur parce que depuis depuis 81, donc depuis son premier septennat, il a détruit la France. Il a tout mis en place pour mettre des Jack Lang, pour qu'il y ait toute cette culture de gauche, cet art de gauche, le cinéma de gauche. Tout ce truc-là est lié à lui. L'éducation nationale, même si ça revient plutôt de Gaulle, parce que c'est De Gaulle qui avait filé l'éducation nationale aux communistes, mais il a continué Mitterrand. Et tout ce qu'on apprend maintenant, parce que nous, malheureusement, on est la génération Mitterrand, parce qu'on a vécu, enfin, moi, je suis né un peu après, je suis né en 84, donc je suis né un peu après, et derrière, j'ai bénéficié, entre guillemets, d'une éducation nationale couleur rouge. Et pour s'en sortir, c'était extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, je tire un grand chapeau avec tous ces mecs-là de ma génération qui sont sortis de ça et qui ont des idées de droite parce que franchement, on a été abreuvé de gauchisme pendant des années et voilà. Donc c'est lui le responsable et je pense que c'est lui vraiment le responsable de tous les maux actuels. C'est-à-dire que ça fait 45 ans. C'est vraiment lui qui a lancé tout le truc et je trouve que c'est un scandale absolu, vraiment. Je sais même pas comment c'est possible qu'il ait fait 14 ans, qu'on a encore des livres d'histoire ou des gens maintenant qui disent « Ah, Mitterrand, c'était pas mal. » Non, c'était pas bien du tout, en fait. Donc, la situation actuelle. Tu leur demandes un argument, qu'est-ce qu'il a fait de bien, ils sauront pas te répondre. Parce que Mitterrand, sous Mitterrand, 80, il a fait 81 à 88 de mémoire. Après lui, ça a été... non, il y a eu... Mais il a fait deux septennats et après Chirac, c'était Giscard avant lui.
Non, Giscard, c'est en quatre- Giscard, c'est avant. Giscard perd contre Mitterrand en 81. Après Mitterrand, il y a Chirac derrière. Hmm. Mais Putain, on est vieux. bah Chirac, c'est 95. Donc s'il a fait 81, il a fait 14 ans, c'est ça, hein. Il a fait Hmm. il a fait 14 ans de président, cet enculé. Bah oui, c'est pour ça que Ah, la c'est pour ça vache. que ça va pas. Et puis, tu vois, les années 80, c'est l'essor, si je peux dire ça comme ça, et l'envolée de la pédophilie assumée, hein. Ah bah oui. Avec Cohen, avec Matzneff, avec tous ces grosses merdes là de tarés là. Attends, Et je peux te dire. Donc il a été élu le 21 mai 81 jusqu'au 17 mai 95. Donc il a fait oh la il a fait vache. 2 septennats complètes, donc 81, 88 et 88 à 95. Et il a cédé le pouvoir le 17 mai 95 à Chirac. Voilà. Et toi, il a fallu 14 ans de gauche de merde pour que la France vire à droite et qu'on ait un président à peu près parce que Chirac, c'est à peu près même si j'aimais pas, voilà, je suis pas très fan, mais je pense que de Mitterrand à Macron, si tu les prends tous réunis, je pense que Chirac, c'était le seul qui tenait à peu près debout, hein. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je connais pas assez. C'est le moins pire, on va dire, le moins pire. On va dire. Je sais que son deuxième mandat à Chirac, où il a rien fait, il a été élu parce qu'en face il y avait Jean-Marie Le Pen. Mais hormis ça, il s'est planqué son deuxième mandat. Je sais pas quoi penser de Chirac puisque j'étais pas assez conscient de la politique pour savoir exactement ce qui se passait et j'ai pas assez de recul sur ça. Par contre, je sais que il n'a rien fait pour changer l'éducation nationale, pour changer l'art, pour changer la culture. Il y a rien en fait qui me fait penser qu'il y a eu un espèce de virage qui a tourné. Non, il a continué dans la bien-pensance qui était installée. Il a continué, il a passé le relais aux autres et au final le pays est détruit quoi. C'est ça que je vois. C'est sûr. Et Pour moi, d'ailleurs, c'est justement, tu l'as très bien dit, c'est en 2002 qu'il a eu face à Jean-Marie et que Jean-Marie allait gagner et qu'on a eu la naissance des petits barrages de Castor. Et on le disait hier ou avant-hier, je sais plus, mais du coup en 2002, ça fait 24 ans que la droite extrême entre guillemets, parce que l'extrême droite pour moi il y en a pas maintenant, il n'y en a plus, mais que l'extrême droite, ça fait 24 ans qu'elle est au second tour majoritaire et qu'elle passe le premier tour haut la main et que les mecs sont tous obligés de faire des barrages, faire des alliances politiques dégueulasses. Donc ça fait 24 ans qu'on est sur un déni de démocratie quand même, hein. Que les mecs sont obligés de s'allier et jouer d'alliances de ci, cela, pour pas que le peuple qui a choisi en majorité un camp passe. C'est quand même un délire, hein. oui, mais si tu me permets, je ferai une réflexion quand même sur 2002. Je crois pas que Le Pen voulait le pouvoir. D'ailleurs, je ne crois pas que Marine Le Pen le veuille non plus. Je pense qu'ils sont confortables dans l'opposition. Je pense que c'est un fauteuil qui est très confortable. Le Pen, je pense, très honnêtement, Le Pen, je pense que si. Moi, je Marine pense Le pas. Pen, je pense pas, parce qu'elle est née dans l'opulence, que Le Pen, lui, est vraiment né dans le dur. Et je pense qu'il avait vocation à faire changer les choses. Je pense pas parce que le discours qu'il a maintenu jusqu'à sa mort, il savait que au niveau de l'opinion publique, ça passerait pas au niveau majoritaire. Et il y avait trop avec la guerre d'Algérie et tout ce qu'il avait fait derrière, il avait trop de casseroles pour pouvoir espérer quelque chose. D'ailleurs, je crois qu'en 2002, c'est une surprise, hein, de mémoire, hein. C'est une surprise qu'il soit au second tour. Les gens en avaient un ras-le-bol, mais en plus on sortait de 98 Black Blamber, on sortait de pas mal de choses et je pense que ça a été comment dire ouais, plus qu'une surprise même pour lui, c'est ça que je voulais dire, et pas seulement pour les Français et pour ses opposants. C'est-à-dire que il s'est dit putain, je suis à deux doigts du truc, mais je pense qu'il était pas. Moi, on en parlera peut-être avec des gens qui le connaissaient mieux que moi, mais je pense sincèrement qu'il était pas là-dedans. Je Ah crois bah, pas. je sais à qui demander. Oui, je sais que tu sais à qui demander, mais tu vois, je pense qu'il était en fait alors, la communication et le personnage qu'il avait ne permettait pas qu'il soit élu, et je pense que ça, il le savait. Et il a rien fait pour changer sa communication pour être élu. Et en plus, de toute façon, Jean-Marie Le Pen, ça a toujours été l'épouvantail en France. Ah oui. On a été élevé en disant c'est lui le pire monstre moderne. Donc, ça aurait été très compliqué pour lui de se faire élire, je pense. Mais ça, c'est d'ailleurs, il n'a pas été élu d'ailleurs. Mais De toute façon, ça a toujours été l'idiot utile du système, hein. bien sûr. Tu le mets en face de, encore maintenant, bah, de toute façon, même la droite, maintenant, c'est Bardella, c'est Le Pen, etc. Mais tu les mets en face d'une chèvre, la chèvre elle gagne, hein. Parce que Bah, les Français sont tellement cons que... bah, tu vois, par exemple, alors, si on a la chance de rencontrer, par exemple, Marine Le Pen, si on a la chance de lui poser des questions, moi, je lui poserai la question, je pense, alors, il ne faudra pas faire ça comme ça de but en blanc, mais la question qui viendra, c'est comment vous avez préparé le second tour, les deux seconds tours contre Macron, tu vois? Parce que tu peux pas avoir une femme qui sort donc d'une vie politique avec son père et qui a quand même beaucoup plus de bouteilles au moment où elle arrive que devant Macron
et qu'elle flingue ces deux débats de second tour. Qu'elle est née dans la politique, surtout. Elle a fait ça toute sa vie. Elle a fait rien d'autre. Et comment tu peux te faire avoir par un banquier? Enfin, un banquier. L'étiquette qu'on lui a mise, mais c'est pas un banquier. Mais comment tu peux te faire avoir par un jeune puceau en politique sur des choses que tu maîtrises normalement? Ça, c'est un truc. C'est pour ça que je maintiens qu'elle ne veut pas le pouvoir. Là, elle a encore dit, pareil, elle a encore dit qu'elle voulait pas sortir de l'Europe, que l'Union européenne n'était pas un problème et qu'elle comptait le changer de l'intérieur. On sait que c'est pas possible. On le sait que ça, c'est pas possible. Ça, c'est stratégiquement et techniquement impossible. Donc, les gens qui vont voter RN, par exemple, et encore une fois, il n'y a pas de consigne de vote sur vous faites ce que vous voulez, mais ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc, ils ne veulent pas la souveraineté de la France. Donc, quand tu sors ça à un an de l'élection présidentielle, sachant que le camp de la droite, quand même, commence à monter plutôt vers le Frexit, ou du moins à tourner un peu vers le Frexit en partie, tu peux pas sortir ça. Donc, là encore, tu as une balle dans le pied, tu vois. Moi, avec toutes les rencontres citoyens, tous les gens qu'on croise, tous les gens à qui on parle sur les réseaux, et voilà, c'est pas pour faire les mecs, mais entre nous 5, c'est quand même des dizaines de milliers de personnes. Ah, tu peux y aller même, ouais, centaines de milliers de personnes. Enfin, je veux dire en physique. Physiquement, ouais. On voit en physique. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit on veut rester en Europe. Non. Mais, par contre, j'ai une très grosse majorité qui m'ont dit RN 2027, quoi. Mais les gars, c'est pas cohérent ce que vous dites en fait. Et moi, c'est une des questions que je lui dirais. Que si j'avais Bardella en face de moi, si l'association monte un peu, et s'il voit ce podcast, et que ça peut avoir un élan, etc. S'il veut bien nous accorder un entretien, je dirais pourquoi. Je dis pourquoi vous voulez pas sortir de l'Europe alors que tout converge pour qu'on sorte. On n'a plus de souveraineté alimentaire, on n'a plus de souveraineté économique, on n'a plus de souveraineté militaire. Parce que maintenant qu'on dépend de l'OTAN, on a rien le droit de faire. Économique, on dépend du forum, pas du forum, mais on dépend de l'Europe pour n'importe quelle décision économique qui concerne notre pays, sur les crédits, sur la dette, etc. Souveraineté alimentaire avec le Mercosur, maintenant on l'a dans le fion. Donc qu'est-ce qui va faire que toi tu vas rester, on va être mieux? Le seul éventuellement cas de figure où ça pourrait être viable entre guillemets de rester, même si je suis pas convaincu du tout, ce serait que le RN, entre guillemets, enfin, si le RN passe président un jour, ce serait que Bardella ou Marine Le Pen soient à la tête de l'Europe et qu'ils soient décisionnaires. Mais on sait tous que ça n'arrivera pas. Non. Parce que c'est un poste qui ne dépend pas d'eux. C'est un poste qui dépend des milliardaires qui vont financer derrière. C'est un poste qui dépend des amis d'Epstein et tout ça. Et moi, je pense que très probablement, notez ce que je dis, le prochain, ce sera Macron. Parce que Epstein l'avait annoncé. Et puis attends, tes arguments sont très justes, et je rajouterais même que, même au niveau stratégie électorale, c'est faux de dire ça. Je pense que c'est... Alors à moins qu'ils aient des stats et des études que moi je n'ai pas, mais comme tu le dis, la majorité des gens de droite veulent le Frexit, ou du moins, peut-être pas le Frexit à proprement parler, mais au moins quelque chose qui va casser avec l'Union européenne pour qu'on puisse retrouver notre souveraineté. Ça, c'est dit régulièrement dans les gens qu'on croise. Donc, juste par rapport à ça, juste de manière électorale, si tu veux réunir le plus de voix possible, propose quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc là, il n'y a aucune stratégie politique non plus. Il y a pas de je trouve, alors il y a un truc derrière que je maîtrise pas, il y a une idée que j'ai pas. Mais si de moi j'étais la communication du RN, je leur dirais, les gars, là, il y a un vivier de voix à aller chercher. Il y a un vrai vivier de voix à aller chercher. Clairement. Et là, vous allez laisser à Célineau, à Philippot et à peut-être Dupont-Aignan et peut-être, je sais pas qui, peut-être De Villiers s'il se présente, enfin des gens comme ça. Mais vous passez à côté de tout ça, quoi. Parce que moi, demain, je voterai pas RN, tu vois. Je voterai pas RN. Non, sûr que non. C'est impossible. Tous les partis qui vont proposer quelque chose avec l'Europe, je peux pas voter pour eux. Parce qu'en fait, on est en train de dire, on valide la continuité de ce qu'on vit actuellement depuis 10 ans. Mais c'est pas possible, les mecs. Même plus que ça, d'ailleurs. C'est même 20 ans. C'est plus possible. Depuis 2005 qu'on est rentré en Europe, c'est de la merde. Vous voyez bien le déclin du pays. On peut pas continuer. Donc, je trouve que même tes arguments sont très justes. Et en plus de l'argument, dire, au niveau électoral, il n'y a pas de stratégie. Alors, les gars, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a aucun parti qui veut se mouiller. Hein. Les seuls qui osent le dire, en fait, c'est des mecs qui n'ont pas de voix et des mecs qui se présenteront pas. Putain, parce que même Reconquête, ils sont pas pour la sortie de l'Europe. Hein. Ils sont très tatillons sur ce qu'ils disent. Moi, je suis quasiment sûr, en fait, que c'est une stratégie électorale et c'est une stratégie politique. Ils ont peur de sortir parce que s'il y a quelques années, parce que évidemment, tu sors, il va y avoir quelques années où l'économie sera peut-être difficile, parce que on perdra des marchés, etc. Bref, comme l'Angleterre est au début, qu'elle est sortie, que ça a été difficile pour eux. Je pense qu'ils veulent pas dire, parce qu'un quinquennat, c'est 5 ans.
pendant 5 ans ce sera la merde. Ouais, ton quinquennat c'est de la merde. Je pense qu'ils veulent pas entacher ça. Ils veulent pas assumer les pots cassés de la décision qu'ils vont prendre. C'est pour ça que personne ne fait rien. Il y a un moyen très simple et très facile de pallier à ça. C'est Monsieur Dupont-Aignan qui nous en a parlé pendant qu'on était en reportage avec lui. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le reportage qu'on a fait avec les Citoyens Patriotes et la rencontre qu'on a faite avec Nicolas Dupont-Aignan. Et d'ailleurs, il y a d'autres rencontres politiques qui se préparent. Je fais une petite auto-promo. Il expliquait que de toute façon, ça va coûter. Il y a un effort à faire sur le Frexit. C'est vrai. Faut pas mentir aux gens. Par contre, ce qu'il faut, c'est donner les vrais chiffres. C'est dire, on donne ça parce que je crois qu'on l'a dit la semaine dernière. Vraiment, il y a 100 milliards à économiser d'euros par an juste en sortant de l'Europe. Et bon, il n'y a pas que ça parce qu'il y a des accords bilatéraux à avoir. Il y a plein de choses qu'il faut avoir avant de sortir de l'Europe. Mais si on explique aux Français ce qu'il y a, ce qu'on paye, qu'on nous fait un tableau, on explique les choses et qu'on demande par référendum où ça en est. Si t'es à 70-30 pour le Frexit, faut le faire en fait. Alors le problème qu'il y a, c'est que ce sondage ou ce référendum va être tronqué parce que derrière il y a selon qui propose le référendum, l'opposition va dire non, va pousser à dire non, mais dans les faits, si on prend juste les chiffres, on prend juste dans quoi on va, les gars, personne ne devrait voter pour un parti qui refuse la souveraineté française et qui accepte d'être sous la souveraineté européenne. Il y a aucun Français rempli de bon sens devrait juste réfléchir à ça et se dire attendez les mecs, on peut pas continuer comme ça parce qu'ils ne vont rien diriger en fait. C'est pour ça que quand j'entends RN 2027 ou LFI 2027, les mecs, ils ne vont rien changer. Et c'est ça qui me fout en rogne parce qu'on ment aux électeurs. J'ai vu là, le LFI a sorti 1,5 million d'affiches qui sont prêts à tracter et à mettre. Donc là, on est à un an, oui, c'est un an, le mois de mai. On est à un an de 2027. Les mecs, ils sont déjà en train de tracter des trucs. Pour dire quoi? On va continuer. Mais qui paye tout ça? Et François Ruffin qui t'explique, ouais, mon seul truc, c'est de fermer ces news. Mais c'est pas un programme politique, les mecs, ça. Non, puis fils de pute, t'es en train de dire que tu veux faire taire des gens qui sont pas d'accord avec toi. C'est des débiles, c'est de la dictature propre et nette. C'est ça, mais le combat n'est pas là, en fait. Vous vous trompez de combat, ceux qui les gens s'en battent les couilles, Non, mais vous vous trompez de combat. Le combat, il est contre l'Union européenne, il est pas pour LFI ou pour RN. Le combat, il est plus loin que ça. Et ne pas le voir, c'est un éléphant au milieu d'un couloir qui fait 1m50 et personne. Oh non, mais là, il n'y a pas d'éléphant, là. Mais non, il n'y a rien. C'est pas possible, les gars. Faut juste allumer votre cerveau, sans déconner. Hein. Bref, c'est exactement pour ça que je dis qu'il y a plus de gauche, il y a plus de droite, on n'en est plus là. Mais non, il y a pas. Ce qu'il faut, c'est se battre contre Ursula von der Leyen et se battre contre les potes d'Epstein. C'est ça le combat. Faut se battre contre Soros. C'est ça le combat en fait. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Il y a rien d'autre que ça. Tout le reste, c'est de la fioriture. Tout le reste, c'est de l'esbrouf. C'est rien. Ah oui, bon, tout le reste, c'est de la joute électorale de merde. On parle sur lui, on fait un tweet sur lui. Parce que tu peux regarder les politiques, surtout à gauche, il n'y a jamais un tweet avec un truc intelligent à dire. Ouais, on va faire ça, on va économiser de temps, les Français. Non, ça va être regardez ce que Bardella a dit. Alors, monsieur Bardella, si. Manon Aubry, je suis quasiment sûr qu'elle est amoureuse de Bardella. Elle va avoir des photos de lui. Il n'y a pas un tweet où c'est pas Bardella, où les autres, c'est regardez, tweet raciste, c'est à vomir. Oh, les fachos blancs racistes, c'est à vomir. Il n'y a jamais on va essayer d'aider les Français, on va essayer d'aider les gens. La seule qui fait ça, c'est Sarah Knafo. Ses tweets, ils sont toujours assez précis. Elle est pas dans l'attaque, elle est souvent dans la proposition des choses. C'est la seule qui tient un peu près debout là-dedans dans ce merdier. Bah d'ailleurs, je vais arrêter de critiquer LFI à partir de maintenant parce que tu m'ouvres les yeux sur un truc où ça sert à rien de leur entraîner parce qu'ils sont complètement cons. Et on va proposer des choses maintenant, on va faire des tweets avec des propositions parce que en fait, ils sont dans le buzz parce qu'ils ne marchent qu'avec le buzz. Si demain t'enlèves le buzz à Sandrine Rousseau, elle n'existe pas, elle propose rien. Leurs électeurs sont pareils. Leurs électeurs, tu les croises. Ouais, facho, enculé. Pourquoi Quelle idée je porte? Tu sais pas. En fait, ils sont à l'image de leur maître. En fait, ils ne savent dire que ça. Et tu leur demandes quel est le programme de Mélenchon? Je sais pas. Non, et moi, j'avais vu en Amérique, ils avaient fait l'inverse. Ils avaient donné des programmes d'Hillary Clinton à des démocrates en leur disant que c'était le programme de Trump. Oh, c'est honteux. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Ah, ça se voit, il sera jamais élu. C'est un dictateur. Et 2 secondes après, vous savez que c'est le programme de celle pour qui vous votez. Ah bon? Facho! Putain, mais allumez vos cerveaux! C'est compliqué, hein? C'est compliqué. En bref. Est-ce que t'as un petit mot de la fin, mon petit abbé?
Bah, j'ai été content de faire cet épisode. On nous l'avait demandé, donc c'était sympa. J'ai appris des choses sur Ben. Et puis je pense que mercredi prochain, on fera avec un invité. On fera sûrement des hors-séries de temps en temps, un peu comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker. En fait, c'est comme ça que vous nous rendez service en vous abonnant et voilà, ça coûte rien, c'est gratuit, mais ça nous permet déjà de vous découvrir parce que YouTube est fait pour ça. Ça nous permet aussi de voir l'intérêt que vous portez à nos entretiens, à nos podcasts, appelez ça comme vous voulez. Et c'est important pour nous parce qu'après, on peut aller dans le sens que vous souhaitez et que nous aussi on souhaite, puisque on fait aussi ça pour nous à la base. Mais si ça peut vous plaire, c'est mieux et la communauté grandit, y compris sur Instagram. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a des réactions, il y a plein de choses. On a même fait une publication qui a dépassé les 40 000 vues sur Nagui. Donc je vous invite à aller sur notre Oui, chaîne oui. YouTube et d'aller voir c'était Je crois Christophe. que on avait fait un short qui avait dépassé les 100 000 sur Instagram. Donc voilà, merci franchement, merci à vous. Je pense qu'on vous remerciera jamais assez pour tout ça. C'est important et on se retrouve donc tous les jeudis à 21h sur Twitch, n'oubliez pas. Et normalement, cet épisode sera disponible jeudi à 18h puisqu'on va sortir des horaires fixes. Donc tous les jeudis à 18h, on sort le podcast. Tous les jeudis à 21h, on fait un react et on parle sur Twitch. Donc demain, puisqu'on est mercredi 6, demain jeudi 7, 21h, on sera en live sur Twitch. Les amis, merci beaucoup, infiniment. L'abbé, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Moi aussi, mon petit Ben. Merci à tous et à demain!